Notre invité aujourd'hui, Meryl Camus, c'est un entrepreneur. Mais avant d'être un entrepreneur, c'est un auteur de romans de fiction, c'est un champion de karaté, c'est un numéro un, top un du MLM au niveau mondial. C'est aussi un entrepreneur qui a réussi à générer 500 k d'euros avec un webinaire par semaine pendant un an. Aujourd'hui, il produit une vidéo YouTube par jour. Il a réussi à lancer un podcast génialissime qui s'appelle 1, 2, 3 Business. Et si je creuse un petit peu plus, je suis sûre que je vais trouver d'autres squelettes, d'autres réalisations inavouées. Meryl, tu prends du LSD au petit-déj, tu remplaces le sucre par la coque. C'est quoi ton rituel matinal? Tu es hyper focus, on va même dire laser focus, tu es méthodique, structuré, dynamique, magnétique. C'est quoi ton secret? On a le droit de parler de drogue sur ce live ou pas du tout? Absolument. Non, rien de tout ça et déjà merci pour cette introduction. Avec un CV pareil, je réalise que j'ai pas le droit de dire trop de conneries aujourd'hui, hein, je vais faire gaffe. Parce que waouh, c'est merci pour ces éloges et déjà je suis pas du tout d'accord avec toi. J'estime pas du tout être quelqu'un de focus, j'estime pas être productif. Par contre, j'estime être exigeant. Donc c'est peut-être aussi pour ça que je suis un peu biaisé. Mais voilà, 2 cafés le matin et puis ça roule. C'est une bonne Excellent. routine. Tu t'attendais à une routine de champion? En fait, moi, ce qui m'impressionne chez toi, c'est ta maîtrise intérieure. C'est ce qu'on appelle un peu la souveraineté, ou comment tu arrives à gérer ton émotionnel, à gérer tes pensées. Quand tu dis que la plupart des gens, ils sont immobilisés ou paralysés par la peur. Pour toi, j'ai l'impression que la peur, c'est finalement un manque d'anticipation, de préparation, et du coup, tu te prépares super bien et ça devient une force pour toi. Est-ce que tu peux nous parler de ça, de ta maîtrise intérieure, mentale, psychologique? Avec plaisir. Déjà, c'est un très beau compliment de dire de quelqu'un qu'on le sent souverain. Je prends le compliment avec plaisir. Et non, effectivement, je suis pas spécialement intimidé. Ça m'arrive aussi d'avoir peur, bien sûr. J'estime bien gérer mes émotions la majorité du temps, pas toujours. Et en fait, c'est juste que, bah, à force de te prendre des coups, tu t'endurcis. Quand tu fais du karaté ou de la boxe ou un art martial, au début, tu appréhendes de te prendre un coup de pied dans le bide. Tu appréhendes de te prendre Euh, un premier coup dans le nez, tu vois? C'est jamais très agréable. Il y a les larmes qui montent, ça te met un coup à ton ego en plus. Mais quand on a pris 10, 100, 1000, bah, tu plus peur de te prendre des coups. En est-ce- l'occurrence, maintenant, j'essaie de soigner un petit peu mon image et du coup, le karaté, je fais la partie technique où il y a pas trop de combat et où je risque pas de me casser le nez. Mais à part ça, quand tu prends des coups, eh bien, tu gagnes en confiance en toi. Et moi, c'est ce qui m'est arrivé dans le parcours entrepreneurial, c'est que, bah, pourquoi est-ce que j'aurais peur de prendre la parole en public quand je l'ai déjà fait 3000 fois, par exemple? Exactement. Et ça, pour en prendre des coups, tu en as pris. La plupart des gens ont réalisé leur rêve. Toi, tu as réalisé ton rêve et ton cauchemar. Est-ce que tu peux nous parler de ça un petit peu? Euh, est-ce, est-ce que tu as un événement en tête? Tu penses à quelque chose en me Oui, disant? je pense à être un numéro un mondial en MLM, avoir un niveau de vie assez élevé et puis du jour au lendemain, voir ton rêve, s'effondrer et découvrir qu'en fait le MLM, c'était une putain d'arnaque et finalement finir endetté et rebondir plus tard. Je connais ton talent en storytelling, donc je préfère que notre audience, qu'il connaisse cette histoire à travers, toi, du coup. Euh, je- j'ai une version de 3 heures de cette histoire et une version de 3 minutes. On va essayer de trouver un entre deux. Yes. Effectivement, le début, ça a commencé dans une salle de classe. J'étais au lycée, je sortais d'un cours d'histoire. Je suis plutôt bon élève parce que bah, déjà, ça me plaît naturellement et j'ai pas trop d'autres idées dans ma vie. Donc, j'essaie d'être bon à ce qu'on me met sous le nez. On me donne un contrôle, bah, j'essaie d'avoir la meilleure note possible parce que c'est ce qui me stimule et j'ai pas d'autre but à ce moment-là. Mais je commence à m'interroger sur mon avenir. Tu sais, au lycée, tu as 16, 17 ans, on me dit, tu veux faire quoi comme étude? Tu veux faire quoi comme travail? Bah, j'ai aucune idée, hein. Mes parents tenaient une boutique, étaient gérants d'un petit commerce. Ensuite, mon père est devenu pizzaiolo. Mais tu vois, c'est pas des choses que j'avais spécialement envie de faire. Je savais pas ce qui était possible. J'avais aucune idée. Et du coup, un jour, je demande à mon prof d'histoire. Je lui dis, je ne sais pas quoi faire de ma vie. Qu'est-ce que je peux faire? Et là, il me dit, est-ce que tu as peur du sang? Je dis, bah, c'est vrai que je suis pas très à l'aise. Ça m'intéresse. Rien que la vue du sang, je me sens pas très bien. Je fais bon, bah déjà, médecine, t'oublies.
En revanche, si tu ne sais pas quoi faire de ta vie, fais Sciences Po. En faisant Sciences Po, un IEP, un institut d'études politiques, c'est une grande école, très difficile d'accès, mais une fois que tu y es, une fois que tu as le diplôme, tu peux littéralement tout faire, sauf médecine. Donc moi, ça me va. Sur le papier, ça me va, et je me dis, OK, maintenant j'ai un nouvel objectif. Je vais tout donner pour rentrer dans cette école. Et long story short, j'échoue, déjà, pour commencer. Ça commence par là. Je tente le concours pour intégrer la grande école, enfin ce circuit de grandes écoles. Il y a 11 000 candidats, 11 000 personnes qui tentent leur chance à ce concours. Moi, je me pointe comme une fleur. Il y a 3 épreuves, j'y vais. Un mois plus tard, j'ai les résultats et je vois que pour 800 places sur 11 000 candidats, je m'étais classé 5 500e. Je n'étais même pas dans le top 50%. Si vous faisiez une partie de Mario Kart, c'est comme si vous arriviez 7e, quoi. Donc je me suis dit, La loose. c'est la loose. Mais plutôt que d'abandonner, j'ai adapté le plan d'action. L'année d'après, j'ai choisi d'intégrer une université qui me donnait une licence d'histoire et en parallèle une classe prépa Sciences Po, comme ça je pouvais mener les deux de front. Bref, je retente les concours l'année d'après. J'ai même pas retenté le même concours, j'ai tenté directement le concours d'entrée en seconde année pour gagner du temps, mais qui est encore plus difficile. Et finalement, j'ai eu la chance d'avoir ce concours-là, donc j'arrive à Sciences Po. J'ai atteint mon objectif. Je suis ultra heureux pendant 3 jours. Et puis après, je me dis, mais en fait, c'est pas ma place, je sais pas ce que je fous là. J'ai réalisé l'objectif que quelqu'un d'autre m'avait fixé, mais c'était pas le mien. Et pour la faire courte, 1 an plus tard, je suis à moitié en dépression parce que ça fait pas sens pour moi de rester à Sciences Po. Et un ami me dit, Meryl, faut que je te parle d'un concept. Je dis, oui, bah vas-y, explique. Il faut qu'on se parle sur Skype. Ça n'existait pas Zoom ou StreamYard à l'époque. Il faut qu'on se parle sur Skype. Donc, je me connecte sur Skype et il m'explique un concept que j'avais jamais entendu parler, où on rentre dans un système et il faut vendre des produits, en parler autour de soi et on est commissionné. On est en 2013, au moment où je te raconte ça. Et vu que j'étais paumé dans ma vie, je me suis dit, ça a l'air emballant, vas-y, je te rejoins. En clair, on lui avait expliqué ce qu'était le marketing de réseau et il venait me le restituer. Le problème, c'est que mon ami, il a entendu parler de marketing de réseau en boîte de nuit, il était complètement bourré, donc il a compris que la moitié des informations. Et le lendemain, quand il m'a appelé sur Skype pour me l'expliquer, il avait oublié l'autre moitié. Donc je me suis lancé dans un truc, je n'avais aucune idée de ce que c'était. Mais ça avait l'air toujours mieux que ma pauvre dépression, parce que j'aimais pas ce que je faisais à Sciences Po, qui est une super école, juste qui n'est pas pour moi. Ouais. Et pour conclure, non, le MLM n'est pas une arnaque. Il peut y avoir certaines compagnies plus frauduleuses que d'autres, plus borderline, etc. La mienne était très chouette. Et effectivement, ça m'a plu, je me suis donné à fond et j'ai fait top 1% mondial de cette compagnie. Donc, super ravi à 20 ans ou 21 ans d'avoir de l'importance, de la reconnaissance, de l'argent. Et du coup, ça a forgé mon identité en fait. Et voilà, long story short, top 1% mondial d'une première compagnie, elle se casse la gueule, on fait une deuxième, top 1% mondial, elle se casse la gueule, descente aux enfers très très profond. Et après, je suis remonté tout doucement et voilà, l'avenir ensuite, c'est. Enfin, bref, ça a continué, quoi. Descente aux enfers, effondrement salutaire, comment tu as géré ça? Je pense que. Je crois que ça a été une grosse cassure de croyance. En clair, c'est que tu penses savoir des choses, tu te dis ce modèle économique, il est trop bien, je vais le défendre bec et ongle, et du jour au lendemain, on dit en fait tout ce que tu as cru jusque-là, c'était faux. C'est comme si tu étais que tu étais religieux et que toute ton enfance, on t'avait inculqué un dogme, ou du moins une religion, une croyance finalement, et que arrivé à 20 ans, on te dit, au fait, tout ce qu'on t'a dit, ça s'est pas passé comme ça. Ça n'existe pas en fait. Ou alors, c'est pas le bon Dieu, faut changer. Voilà. Moi, c'est un peu ce mouvement-là que j'ai eu, c'est que je croyais que j'avais découvert un modèle économique incroyable. C'était le cas. Je pensais que c'était fait pour moi, mais finalement, ça a changé. Et surtout, je suis passé d'une identité de j'ai 20 ans, je roule en Mercedes, je peux payer un sac à main Louis Vuitton à ma mère pour lui montrer à ma manière combien je l'aime. Je peux enfin être libre de voyager partout. Et du jour au lendemain, on me dit ah non, en fait, c'est pas que vous avez plus de sous, c'est que vous êtes endetté. En fait, vous êtes même surendetté. Donc, vous êtes fiché Banque de France et vous pouvez même pas ouvrir un compte dans une nouvelle banque parce qu'ils vont pas vous vouloir. Et votre compte actuel, il y a plus de sous, mais le peu d'argent que vous allez gagner dessus, les huissiers vont le prendre pour rembourser les dettes de toute façon. Donc, tu peux pas manger. Tu as 0 € et dès que tu as 300 €, ils partent et tu as re 0 €. Donc, tu peux pas manger. Donc, la seule solution pour essayer de gagner un peu d'argent et de vivre correctement, c'est d'aller dans un fucking bureau de tabac, ouvrir un compte nickel pour 20 € et avoir une carte prépayée sur laquelle tu vas mettre des sous pour essayer d'aller faire tes courses le lendemain.
Là, niveau changement d'identité, un peu complexe. Hardcore. Ouais, mais ça met une petite piqûre d'humilité dont j'avais bien besoin, je pense. Ouais, Vingt et ouais. un ans, quand tu as l'impression d'avoir fini le game, et d'être le meilleur du monde, bah, tu as ton ego qui gonfle. Je faisais de mon mieux pour pas que ce soit le cas, mais force est de constater, je suis pas le mieux placé pour le dire, mais je crois que oui, j'avais un peu l'ego qui s'était envolé. Bah, la vie m'a mis une petite piqûre de rappel et m'a ramené sur terre, quoi. Et en plus, tu avais pris l'habitude d'un style de vie Ouais. et tu voulais pas faire face à la réalité. Tu as été, pendant un moment dans le déni que Ouais. c'est plus le cas. Tu pouvais plus rouler dans ta Mercedes, enfin voilà, avoir le Dois même la salaire, revendre à perte, tout ça. voilà. La Mercedes, en plus, était payée par la boîte. Enfin, j'étais super content. Elle avait une valeur sentimentale. C'était ma première voiture. Siège chauffant, bah, c'est trop bien en hiver. J'habite dans le Nord. Siège chauffant, c'est important. Je te comprends. Donc, ouais. Ça a changé ton rapport au pognon? Ouais. Déjà, je viens de remarquer, je bois souvent une tasse, mon café dans une tasse monsieur madame, parce que voilà, c'est ma femme qui fait collection, donc je lui pique les tasses et j'aime beaucoup parce que là, c'est monsieur Les anniversaire et ça f ça fait, 10 ans, littéralement jour pour jour, allez à 2 jours près, que j'ai démarré le marketing de réseau et démarré mon aventure entrepreneuriale. cheers. Joyeux anniversaire. Est-ce que ça a Le changé mon rapport pognon. à l'argent? Oui, parce que j'ai appris que, bah, qu'on pouvait gagner très vite de l'argent, mais qu'on pouvait en perdre très vite. J'ai aussi après, tu vois, je suis pas rentré dans le détail parce que ça prendrait encore une fois, très longtemps, mais, les gens s'imaginent pas comment est-ce que tu fais pour passer de 10 ou 20 000 € par mois à non seulement tout dépenser, mais en plus, ne plus rien avoir. Ça paraît irréaliste, mais c'est toujours facile de savoir ce qu'on ferait avec l'argent des autres. Quand c'est toi que tu as un style de vie, que tu penses être en croissance et que tu penses que le mois d'après tu veux gagner plus, bah, c'est-à-dire que quand tu gagnes 10 000 € tous les mois et que tu sais que le mois d'après tu vas en gagner 11 000, puis 12 000, puis 13 000 et que ça évolue comme ça, bah, tu te dis: «C'est bon, je peux dépenser 11 000 parce que je vais les récupérer le lendemain prochain. C'est pas grave, enfin le mois prochain, c'est pas grave si je les dépense parce que je vais les récupérer.» Tu pars dans une logique comme ça et puis il y a tout un cercle d'influence. C'est comme ça que je Il y a des vis. gens qui disent investis ici, comme ça tu vas pouvoir faire un rendement de 20 à 50%. Finalement, tu ne revois jamais ton argent. Et puis bah, moi, ça m'a aussi appris à savoir à qui je faisais confiance, à bien choisir mes placements financiers. Voilà, tout ça. C'est ma réponse. Oui, ça a changé le rapport à l'argent. Forcément, quand tu n'as plus 1 € dans ton porte-monnaie, ça te change le rapport. Et est-ce qu'on peut dire qu'avant ce malheureux hasard, ou alors finalement c'est un heureux hasard, selon comment on veut le voir, est-ce qu'on peut dire que tu ne mets plus ta valeur personnelle dans les résultats, le pognon, le statut social? Ça a changé de ce côté-là? Légèrement, pas totalement. Je suis pas encore un bouddhiste. Ouais. Non, non, j'ai encore de OK. l'ambition, j'ai encore, l'envie, hem, mmh, mais ouais, je pense que j'ai pris un peu de recul. Je me suis pas vraiment interrogé là-dessus, mais, je pense que j'ai appris à être heureux avec moins et ouais, juste, mon ambition, c'est pas tant de gagner de l'argent, c'est gagner de la sécurité, gagner de la quiétude d'esprit, gagner de la liberté, en fait. Ouais et Hier, j'ai commandé une pizza et j'ai regardé ton histoire, 49 minutes, l'histoire de Meryl Camus. Meryl en dit que si tu racontes pas ton histoire, il y a quelqu'un d'autre qui va la faire à ta place. Bah, ça, pour raconter, tu sais très, très bien raconter, mais il y a un truc, en regardant tes vidéos qui m'a vraiment, qui a attiré mon attention, c'est quand tu expliques comment mentir pour raconter une bonne histoire. Est-ce qu'on peut parler de ça? Est-ce qu'on peut quel est le mensonge permis dans le storytelling en marketing aujourd'hui? déjà merci pour le travail de documentation que tu as fait. Tu as tapé mon histoire de J'adore. 49 minutes, même moi je l'ai jamais regardé depuis. C'est sorti spontanément après 2 jours de tournage, j'étais éclaté, c'est pas structuré, je maîtrisais pas encore le storytelling à l'époque. Je suis sûr que cette vidéo est infâme, mais Ah, c'est merci génial. de m'avoir Elle est écouté. géniale. Alors, je vais faire une parenthèse pour ceux qui veulent la regarder parce que c'est une bonne leçon en storytelling, mais ça préserve un peu la spontanéité, tu vois. On voit Meryl, au début, c'était normal, et puis il nous emmène en balade dans un champ magnifique en parlant 49 minutes jusqu'au coucher du soleil. J'avoue que je n'avais pas été attentive pendant 45 minutes, bien sûr. Mon esprit est allé voir ailleurs, mais à chaque fois que j'y reviens, c'est une nouvelle histoire que j'en rencontre.
Ce n'est plus la même vibe, ce n'est plus la même gestuelle. Tout est bien travaillé, mais ça, on y arrivera plus tard, parce que là, on commencera par le mensonge et puis on arrivera petit à Allez, petit à la le réalité. mensonge. Oui, on a le droit de mentir. On a le Ouais. droit de mentir quand on raconte des histoires, oui. Et surtout, retenez que ça de cette interview. Et des mensonges tolérés, en fait, en storytelling. J'irai même plus loin, c'est que si vous racontez l'histoire trop abruptement, vous allez desservir votre auditoire. Regardez, si vous regardez une série Netflix, non, mieux que ça, un film de braquage, pas Prison Break, on va prendre, je sais pas, Ocean's 12, Ocean's 11, enfin bref. En vérité, un braquage. Ah, La Casa des Papel, j'ai un bon exemple. Bref, vous imaginez un braquage. Un braquage, ça se fait pas en 48 heures, on est d'accord. Ça se planifie pendant 8 ans, minimum. Enfin, je suis pas un expert, mais ça demande un travail incroyable. Maintenant, est-ce que vous vous sentez de dire à un pote à vous, viens, il y a un film au cinéma qui vient de sortir et il explique les 8 années avant le braquage, comment ça se passe, tout en détail. Et dans les 10 dernières minutes, bah, il y a un braquage et tu vas voir, c'est trop bien. Non, on zappe cette partie-là, on raccourcit le temps. Parce que l'audience n'en a rien à foutre des 8 années de préparation d'un braquage. L'histoire n'est pas faite Ouais. pour être réaliste. Elle est faite pour passer un message, pour divertir. Là, je parle d'un film. Dans un storytelling plus classique, plus entrepreneurial, quand vous racontez votre histoire, oui, vous avez le droit à certains mensonges et même vous devez mentir. Parce que sinon, votre message ne va pas passer. Exemple. En octobre dernier, je suis allé à Zanzibar avec ma femme en voyage de noces. C'est une très belle expérience. Et, et j'ai eu plusieurs idées de business durant le trajet. En fait, on a eu une escale au Kenya pendant 12 heures. C'était ultra long. Et pendant qu'on attendait, c'est là que j'ai eu l'idée de ah tiens, et si je proposais une conférence sur le storytelling, ça pourrait être top, etc. Et ça a émergé tandis qu'on était à cet aéroport-là. Ça, c'est l'histoire officielle. Si je vous donnais la vraie histoire, c'est qu'en vérité, on a pris un avion. J'ai commencé à avoir un début d'idée. Ensuite, on est arrivé à Amsterdam. On a attendu pendant 8 heures notre escale. J'ai encore eu la suite de l'idée. Puis, on a été à l'aéroport du Kenya à l'aller. J'ai une idée. On a été à Zanzibar. On est revenu à l'aéroport du Kenya à nouveau. J'ai eu une autre fin d'idée. On est rentré à Paris. Et enfin, j'avais toute ma conférence dans la tête. Sauf que cette vérité-là, on s'en fout. On s'en fout que j'ai fait 4 aéroports pour obtenir un résultat. Ça n'a aucune importance. Est-ce que c'est vrai que 100% de mon idée, je l'ai eu pendant que j'étais à l'aéroport du Kenya? Non. Si on est factuel, je l'ai eu en plusieurs morceaux, peut-être même un peu avant et un peu après, mais c'est pas intéressant pour votre auditoire. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a des mensonges qui sont tolérés. Vous n'allez pas mentir sur le fond, mais vous allez mentir sur la forme. Vous pouvez compresser les lieux. Donc, plutôt que de dire mon histoire s'est déroulée sur 4 aéroports, je vais prendre un seul aéroport. Et vous pouvez compresser les personnages. Plutôt que de dire ah bah pour mon projet, j'en ai parlé j'ai une idée qui est venue de mon meilleur ami, Charlie, et j'ai aussi eu une idée de ma cousine, Amandine. Et il y a également Christophe qui m'a donné quelques autres éléments. On s'en fiche de savoir qu'il y a ta cousine, ta voisine et la belle-sœur de ta voisine. Tu prends tous ces personnages secondaires, tu les mixes en un seul, et ça suffit amplement pour servir ta narration. Je pourrais aller plus loin, il y a plein d'autres messages, des omissions, etc. J'en parle beaucoup plus en détail et beaucoup mieux qu'ici dans une conférence offerte que je propose gratuitement, donc vous pourrez l'écouter tranquillement. Mais on peut mentir en storytelling. Pas Sur sur le fond, YouTube. sur la forme. Okay. Yes. Le monde a besoin de plus de personnes qui vibrent. Qu'est-ce qui te fait vibrer en dehors du business et des objectifs et des réalisations et du pognon? Ah ouais, ça c'est une citation de fou. C'est à Ne toi. vous demandez pas ce dont le monde a besoin. Demandez-vous ce qui vous fait vibrer. Parce que ce dont le monde a besoin, ce sont de gens qui vibrent. Elle est trop bien cette citation, je l'avais complètement oubliée, je te remercie. Ça fait vibrer. Qu'est-ce qui me fait vibrer Je savais que j'aurais dû te demander tes questions d'avance. Comme ça, je pourrais avoir des réponses intelligentes. On coupera au montage, hein, t'inquiète. Parce qu'à chaque fois, tu vois, tu vas dire un truc et c'est comme quand tu manques de répartie, tu dis ah, tu sais, 20 minutes plus tard sous la douche, ah, c'est ça que j'aurais dû répondre. Mince. Non, mais je le sais très bien. Moi,
Mon profil de personnalité MBTI, c'est INFJ. Vous savez, MBTI, c'est, un test de personnalité, il y en a 16 différentes et cetera. Ah Le oui, c'est INFJ, est le type le plus rare pour le coup, qui concerne 1,5 de la population et c'est un peu ouais, chiant parce que du coup, on rencontre pas souvent nos pairs et une des particularités des INFJ, c'est qu'ils ont un fort besoin de mettre du sens sur les choses. Typiquement, leur trajectoire de vie, ça va être avocat, ça va être, coach de vie, psychologue et cetera. Il y a toujours besoin de sens et moi, ce qui me fait vibrer, c'est de sentir que je progresse vers un objectif qui a du sens pour moi. Quand j'habitais à Reims, j'habitais rue du Progrès et à chaque fois, ça m'a rappelé une de mes valeurs cardinales qui est progresser. Franchement, c'est pas grave, si j'en suis pas à mes objectifs que je me suis fixés ou quoi, pourvu que j'avance vers cela. Donc ce qui me fait vibrer, c'est de progresser vers des objectifs qui ont du sens. Je déteste les gens. Je suis introverti, je suis pas foncièrement sympathique, mais au fond, je donnerais toute ma vie pour les aider. Ça, c'est un des paradoxes des INFJ. C'est que socialement, on est ouais, maladroit et puis, oh, ils exactement. comprennent rien, ils m'embêtent, on me dérange, et cetera. Mais quand on ne te dérange pas, c'est pour bosser sur un truc qui peut, les aider à avoir une super vie. Donc c'est un des paradoxes de beaucoup d'introvertis. Voilà ce qui me fait vibrer et au-delà de ça, juste, ouais, d'essayer de transmettre des choses, d'expérimenter des choses, d'apprendre des trucs et moi, je vis pour enseigner, en fait. Je suis pas un entrepreneur, hein. J'ai vu Franchement, ça. C'est c'est vrai. impressionnant. C'est ouf. Mais comment tu fais? Mais putain, tu sais, je vais te dire la vérité, en regardant tes vidéos en mode binge watching, je me suis dit, en fait, nous, on sait, en tant que créateur de contenu, il y a une période input où tu absorbes de l'information et une période output où tu Ouais, es en train de transmettre. ouais. J'ai l'impression que pour la majorité des gens, ça se passe genre, tu as besoin de 4 heures, une journée pour le input, lire des livres, regarder des vidéos, tout ça, et puis peut-être 24 heures encore pour le output. Pour toi, ça se passe en 2 secondes, ou un truc du genre, parce que tu as une mémoire de malade, le genre de livre que tu as écrit, le genre de référence, que ce soit en interview, que ce soit en vidéo, que ce soit en tournage. Et en plus de ça, il y a la structure, on a l'impression que c'est aussi bien écrit que spontané, il y a de la préparation, mais aussi tu vois, de la surprise, du naturel. Euh, Est-ce que c'est vraiment l'artiste en toi, le gars du théâtre, ou le storyteller, ou l'auteur, ou l'entrepreneur que tu veux afficher? Et comment tu deals, je sais, c'est deux questions en une, comment tu deals en fait avec ce processus d'apprentissage au jour le jour? Je suis très mauvais à ça, hein. Ah ouais? Comme je disais, je suis pas entrepreneur. Pour moi, un entrepreneur à 12 ans, il vendait des jus de citron, pour son voisinage. Moi, à 12 ans, j'avais déjà écrit un bouquin plus gros que le premier Harry Potter, à 10 ans même. Ah ouf, Donc incroyable. ma vraie flamme profonde, je crois, hein, que c'est soit enseigner, parler en public aussi, c'est un truc qui m'anime, mais surtout, écrire et plus largement, tout ça, c'est le parapluie de véhiculer des émotions aux gens. Quand je prends la parole en public, je veux véhiculer des émotions aux gens, je veux qu'ils se sentent, inspirés ou une autre émotion. Quand j'enseigne quelque chose, je veux qu'ils aient un déclic et qu'ils aient une transformation et qu'ils soient fiers d'eux. C'est une émotion. Quand j'écris de la fiction, des romans ou autre, pareil, je veux véhiculer des émotions et je suis très à l'aise avec ces structures narratives. C'est pour ça aussi que je m'intéresse naturellement au storytelling. Et pour te répondre, la question que tu m'as formulée, c'est comment est-ce que je fais pour préparer ça? Non. En gros, ton processus de créatif et Ah oui, ton processus d'apprentissage, puisque ça va j'apprends ensemble. tout le temps. J'apprends D'accord. tout le temps, mais trop en fait. Enfin, je suis un mauvais exemple, hein. Enfin, je passe sur 10 heures, j'en passe 9 à me former, une à exécuter, mais c'est exécrable. Mais ça, c'est un biais, c'est parce que moi, j'adore apprendre. Je souffre légèrement d'infobésité. Ouais, ouais, c'est génial, c'est sexy, j'adore ça. Mais c'est nul, hein, Ça pour l'entrepreneuriat, faut ouais, passer à l'action. Les gars, ceux qui écoutaient, arrêtez de écoutez cette interview, elle est très bien, mais arrêtez d'écouter des formations et cetera. Arrêtez d'aller sur ma chaîne YouTube, juste, faites les choses. En fait, ce en quoi je crois, c'est qu'on devrait ouvrir un livre, le lire 5 minutes et à la première phrase qu'on surligne, on ferme le bouquin, on met ça en pratique 2 heures et on revient. Mais moi, je prends trop de plaisir à emmagasiner, à apprendre, c'est mon plaisir à moi, donc juste je compose avec ça, c'est une force et une faiblesse en même temps. il y a une citation qui me vient là, on peut collectionner les cartes comme on veut, si on fait pas le premier pas, si on fait pas le voyage, ça sert absolument à rien et en plus c'est absurde. Et
Et c'est vrai que dans le milieu, pour les entrepreneurs qui se lancent, je sais pas si c'est le syndrome de l'imposteur ou enfin, voilà, on ne sait pas quand est-ce que décider que ça y est, j'ai appris, maintenant il faut mettre ça en action parce qu'on n'a pas tous le même profil, tu vois. On n'a pas Mmh. tous les mêmes capacités du cerveau, notre cerveau ne fonctionne pas de la même façon. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un euh, qui, qui est paralysé par le choix et qui ne sait pas quand est-ce qu'il a suffisamment de connaissances et de compétences pour mettre en pratique ce qu'il a appris? Je dirais: «Arrête d'être égoïste». Là, tu es Ouais. nombriliste à te dire: «Oh, est-ce que j'en sais assez? Est-ce que c'est le bon moment? Et oui, mais ma landing page, elle est pas encore parfaite. En plus, j'ai même pas mis mes CGV et j'ai même pas osé demander à ChatGPT de m'en rédiger». Chose que j'aurais pu faire en 3 secondes, soit dit en passant. «Oh, j'ose pas». Mais ça, c'est égoïste. Là, tu es tourné vers toi de moi, mon regard, ce qu'on va penser de moi et ce que je pense de moi. Alors que derrière, il y a des gens que tu peux servir, qui ont une douleur, qui ont un problème. Tu peux les aider. Et comme dirait Jay Abrahams, c'est ton devoir moral de les aider si tu as une solution. Donc arrête de penser à toi, tourne-toi vers ceux que tu vas servir et bouge-toi pas pour toi, mais pour eux. Arrêtez d'être égocentrique, je le dis parce que je l'ai été jusqu'à il y a très dernièrement en tant que freelance. Je me disais, ok, je vais apprendre juste cette formation, c'est juste ça, juste ce coaching. Et puis, entre-temps, il y avait les commandes, les missions, des clients que je prenais en copywriting et ceux Mmh. pour qui je gère tout le marketing. Et en fait, j'ai passé 5 ans à me dire, bah, je finis cette mission et puis je m'y mets. Ça a jamais marché. La dernière fois, je me suis dit, ok, je vais lancer ce podcast et puis on verra. Et finalement, premier épisode, j'étais stressée de ouf. Mais ça m'a donné l'idée des prochains épisodes, de gamifier un petit peu avec Baptiste Nourri, tout ça, tout ça. Aujourd'hui, j'ai d'autres idées pour le storytelling. Et puis, on avance et ça me booste de malade. Et là, en fait, ça a donné aussi une direction à l'apprentissage. Mais si j'ai un conseil à donner sincèrement à cette étape-là, puisque je suis pas une experte et je ne le ferai jamais, je suis en train de faire de la documentation de la journée, du voyage. C'est arrêter de nager contre courant, les gars. Il s'agit pas de vous. Arrêtez de vous étrangler à vous dire je suis pas assez, c'est pas suffisant, mon image, je sais pas parler, je sais pas machin. Tout ça, on s'en fout. Montrez vraiment qui vous êtes, c'est-à-dire n'ayez pas peur d'être des débutants. Et quand vous êtes des débutants, racontez l'histoire, mais pas en narration, racontez l'histoire en mouvement, en action. C'est-à-dire, votre première vidéo, ça va être de la merde, il n'y a personne qui va la voir. La plupart des temps, des gens qui vont vous encourager, c'est des gens que vous connaissiez déjà et tout. La deuxième, ça va être meilleur, mais la centième, ça va être vraiment génial. Faut faire, faut avoir- on doit avoir peur de quelqu'un qui a répété le même coup 100 fois ou 1000 fois. Je sais plus comment il a dit ça, Bruce Lee. Mais voilà. Maline, est-ce que, alors, il y a un truc que tu avais dit et qui m'a marqué, c'est très simple. On fait pas ce qui est facile, on fait ce qui est nécessaire. J'ai dit ça? Oui, Mais c'est vraiment pas con, c'est bien dit. C'est je suis certainement pas con. copywriter, je te connais mieux que toi, normal. Ça a fonctionné, hein. Ceci dit, j'oublie tout ce que je fais, tout ce que je dis, Ouais. donc ça c'est ouais, c'est comme ça aussi. Et du coup, Mais faire le heu, nécessaire, ça implique de sacrifier l'agréable. Quels sont les sacrifices que tu fais tous les jours aujourd'hui ou les grands sacrifices que tu as fait dans ta vie? putain, j'ai envie de prendre ta question à l'envers. Là, j'ai une petite voix qui est en train de me dire: Vas-y. «Ce que je suis en train de sacrifier, c'est mes plus grands rêves en n'osant pas faire ce que j'ai, vraiment envie de faire». Donc c'est un peu le truc à l'envers, c'est pas qu'est-ce que j'ai sacrifié pour faire ce que j'ai envie de faire, c'est je suis en train de sacrifier mes rêves si je me mets pas, réellement en mouvement. Parce que Ouais, j'étais des trucs dans le qui m'appellent mindset. des tripes, que je procrastine depuis des années et que j'ose pas faire, que je suis seulement en train de décider de faire. Mais je vais quand même répondre à ta question. J'ai sacrifié, je sais que quand j'ai fait du MLM, ma toute première aventure entrepreneuriale, j'ai tout sacrifié. Tout, 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 tout. Bah, déjà, j'ai quitté Sciences Po, pour commencer. Quand tu te donnes autant de mal pour, rentrer dans une grande école et que socialement, c'est accepté, tu sais qu'il va y avoir un bon salaire, tu sors tu as un super diplôme, toute ta famille est fière, tu as déjà voilà, tu as platiné le jeu là déjà. Quand tu as ça, déjà quitter Sciences Po, c'est sacrifier, cette identité-là. Ensuite, quand j'ai fait du MLM, j'ai pas touché, aux jeux vidéo pendant 3 ans.
J'ai un gap entre 2013 et 2016. Je ne sais pas ce qui est sorti ni chez Nintendo ni chez PlayStation. Ça peut paraître banal dit comme ça. Pour moi, c'est important parce que c'est une de mes valeurs fortes. J'adore les jeux vidéo. Et toi qui as eu Baptiste hier en interview, tu vois à quel point ça peut être important la C'est génial. gamification pour les gens. Donc j'ai sacrifié ça. Et quand j'ai démarré cette aventure, j'étais déjà en couple avec ma petite copine. Je l'ai largement mise de côté pendant 3 ans. Elle a eu la patience et la vision et probablement l'amour de rester avec moi malgré ça. Elle a eu raison, vu que 10 ans plus tard, je l'ai épousée et c'est aujourd'hui ma femme. Mais c'était un sacrifice, et déjà pour elle et pour moi. Et voilà, ça c'est le genre de truc que j'ai sacrifié. Maintenant, je suis pas sûr qu'il faille tout sacrifier. Aujourd'hui, j'ai une vision très très différente. En fonction si tu as des enfants, de ton âge, de d'où tu viens, de ce que tu fais, je crois beaucoup plus en 3 heures ultra focus par jour et le reste tu te détends et tu vis ta vie, plutôt que 3 ans all-in pour peut-être te mettre à l'abri financièrement pour le reste de tes jours. Je ne crois pas en ça. Je crois vraiment à la constance. Moi aussi, tu as raison. Tu as Alors, je vais revenir à cette histoire d'arnaque MLM et d'avoir été le top 1 mondial. Tu as dû fréquenter des gens, des entrepreneurs à succès, mais sans scrupules. Comment ils font pour convaincre? C'est quoi leurs armes Alors, secrètes de persuasion? il y en avait qui avaient des scrupules. J'ai pas eu le sentiment de rejoindre une arnaque, hein. Le MLM n'est pas En une arnaque. général, c'était juste cette société-là, mais en général, le MLM, c'est pas une arnaque, selon toi? C'est juste de la merde, non? Mais parce que moi, j'arrive pas encore à piger pourquoi une personne qui se donne à fond, qui a le bon mindset, qui fait des études, enfin, qui fait ses recherches, ce qu'elle a à faire pour comprendre le marketing, qui fait des tunnels de vente, tout ça. Je parle pas de toi. Je parle de Mmh. quelqu'un qui fait tout cet effort-là. Et aujourd'hui, en 2023, il se lance en MLM au lieu de créer son propre business. Pour moi, c'est de la merde. C'est mon avis personnel, mais qu'est-ce que t'en penses, toi, de ton point de vue? Bah, je crois que je préfère rouler en voiture plutôt qu'en vélo, mais il y a des gens qui kiffent le vélo. Pour moi, c'est de la merde. En plus, tu Ouais. transpires. Il y en a qui kiffent le vélo. Alors c'est un peu réducteur parce que le MLM n'est pas le vélo. Je pense juste que contrairement à ce qu'on nous a inculqué, le MLM n'est pas fait pour tout le monde. Ouais. Pour moi, c'est une variante de l'affiliation quand c'est bien fait. Et c'est adapté à un public et c'est pas forcément le même que ceux qui vont lancer leur propre business. Tu as des avantages en marketing de réseau, notamment que tu n'as pas à trouver ta niche, tu as pas besoin de trouver des produits parce que c'est déjà là. Tu n'as même pas besoin de rédiger tes présentations. Enfin, tu as vraiment un système clé en main, donc tu peux vraiment aller beaucoup plus vite. En revanche, tu n'es pas maître de ton business. Demain, ta compagnie ferme, tu te retrouves à la rue, quasiment. Et il y a plein de dérives et il y a plein de choses que je n'aime pas dans le marketing de réseau. Mais c'est un véhicule intéressant et je crois que c'est une très bonne école de l'entrepreneuriat. En tout cas, moi, je l'ai pris comme une école et je pense pas que j'aurais eu le modeste succès que j'ai eu dans les infoproduits si j'avais pas eu d'abord une expérience en marketing de réseau. Aujourd'hui, je ne suis pas sûr que ce soit le véhicule que je recommanderais. Ça dépend des Ouais. profils. Et je crois que quelqu'un qui s'implique 12 heures par jour dans le marketing de réseau, qui met tous ses espoirs, s'il mettait cette même énergie, ces mêmes ressources dans son propre business, il aurait plus de succès que ce qu'il va construire en MLM. Ça, c'est ce que je crois. Mais je ne vais pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Il y a des compagnies légales qui fonctionnent très bien et c'est un véhicule intéressant. Malheureusement, c'est comme partout, il y a des vers dans la pomme et il y a des entreprises qui sont plus frauduleuses que d'autres. C'est vrai. En ce qui me concerne, ma première compagnie avait des super valeurs, des super produits et on avait un super mouvement. Légalement, elle était borderline. C'était pas du tout la pire. Borderline en MLM, c'est un compliment parce que toutes les compagnies sont borderline. Tu en as 5% qui sont au top, tu as l'immense majorité qui sont borderline et tu as une partie qui sont des Ponzi, qui sont des systèmes pyramidaux illégaux et totalement frauduleux pour le coup. La première compagnie, elle était borderline, mais on a essayé de faire les choses bien et j'en garde un très très bon souvenir et je ne jette pas la pierre. Il y a des choses qui ont été mal faites, mais voilà, j'étais jeune, cette compagnie avait ses qualités, ses défauts, c'est comme ça. C'est vrai, tu m'as convaincu. Meryl, un webinaire par semaine pendant 1 an. T'as pas pété un câble? J'ai failli, mais j'ai triché. Ouais.
J'ai triché, je vais vous dire en exclusivité, vous avez bien fait de rester sur cette interview. Si vous restez encore un petit peu plus longtemps, je vais vous dire le gros secret derrière mes webinaires. Tout d'abord, un webinaire par semaine. Bravo Meryl, bravo. Alors, je suis très content de le dire parce que j'y croyais pas. Je l'ai fait sans m'en rendre compte en fait. Je me suis pas dit oh challenge 52 semaines, 52 webinaires. C'est juste je me suis dit bah le webinaire c'est ce qui marche le mieux pour rentrer des gens, pour rentrer des clients, rentrer du chiffre d'affaires et mieux servir mes clients. Et bah si j'en fais 2 par mois, bah j'ai 2 rentrées d'argent. Si j'en fais une par semaine, bah je 2 fois plus de rentrées d'argent. Bon bah j'en fais toutes les semaines, tous les jours c'était overkill. Donc bref, un webinaire par semaine pendant 1 an, effectivement. J'ai optimisé le webinaire au fur et à mesure, j'ai amélioré le script, les slides, l'offre, et cetera. J'ai changé les prix, j'ai amélioré l'offre, donc j'ai augmenté les prix, j'ai changé un tas de trucs. Et au final, bah, ça fait plus d'1 an, un webinaire par semaine, un peu de chiffre d'affaires plus un peu de chiffre d'affaires égale sur quelques années, ça fait plus de 500 000 € de chiffre d'affaires, donc j'étais ultra heureux. On parle de chiffre d'affaires, hein. Oh les amis, 500 000 €, c'est pas ce que j'ai mis dans la poche. On est entrepreneur, c'est du chiffre d'affaires. J'aimerais tellement que ça soit dans ma poche, j'en suis pas encore là. D'ailleurs, c'est le titre d'un de mes prochains bouquins. Un de mes titres de prochains bouquins, ça s'appelle Encore une journée sans être millionnaire, ça commence sérieusement à me faire chier. Je vous dirai quand l'ouvrage sort, évidemment. Oh shit, je suis pas encore millionnaire. Je suis très très sérieux, ce sera vraiment le titre d'un de mes prochains bouquins. J'ai hâte Et de te lire. on va bien rigoler. Ah ouais, ça va Ah, être instructif mais délirant, tout en ayant bien sûr du fond. Enfin bref, je vous laisserai découvrir ça, je travaille dessus. Parenthèse fermée, un webinaire par semaine. Comment j'ai fait pour pas péter un câble j'ai trouvé, j'ai trouvé une astuce que, à ma connaissance, personne ne fait. C'est qu'un jour, je me pointe sur le webinaire, je suis un peu fatigué. En fait, je suis plus que fatigué, c'est que j'avais un rhume, j'avais plus de voix, j'avais une extinction de voix. Et on est mercredi 20h. J'ai mis 500 € de budget pub pour qu'il y ait des gens qui viennent. Je peux pas annuler. J'ai une équipe qui dépend de moi aussi. J'ai des produits, j'ai des gens qui attendent. Et j'arrive devant le webinaire. Et je leur dis, bah, sincèrement, je suis heureux que vous soyez là. J'ai envie de vous livrer la meilleure expérience possible. Mais malheureusement, je ne vais pas pouvoir parce que je suis malade. Ce que je vous propose, vous me dites si c'est OK ou pas. J'ai joué franc jeu avec le chat. Je dis, vous me dites si c'est OK pour vous. Ce que je vous propose, c'est que je vais vous mettre l'enregistrement du webinaire de la semaine passée. Et juste, je reviens vous voir à la fin pour répondre à vos questions et voir si ça s'est bien passé. Oui, pas de souci, Meryl fait donc ça. Et ça a super bien converti. Et ce soir-là, ma femme m'a même apporté le dîner sur un plateau. Elle est adorable. C'est un webinaire. c'est trop mignon. J'étais en train de manger ma purée en me regardant parler en vidéo à mon audience. À la fin, je décale ma purée. Je reprends la caméra. C'est bon, vous avez bien aimé? Super. Bon, qui achète? Ok, il y a des mains qui se lèvent. Super, bon bah, on y va. Et puis j'étais trop content. J'avais fait une soirée où j'avais pas eu besoin de parler et j'avais fait des ventes. La semaine d'après, je me connecte. Salut le chat. Bon, j'espère que vous êtes en forme et tout. Oh, la semaine passée, j'étais un peu enrhumé, mais là, ça va mieux. Et on va démarrer la présentation. Et là, je lance l'enregistrement. Et je reviens à la fin. Et je réalise que ça ne change strictement rien à mon taux de conversion. Et ce jour-là, je capte que en fait, je peux assurer un webinaire live tout en lançant un enregistrement entre deux. Ouais. Et là, il y a plein de possibilités qui s'ouvrent dans ma tête. Je me dis, ah putain, c'est ouf. C'est ouf parce que, déjà, en fait, je trouvais ça ouf parce que c'est win-win. Je raisonne vraiment en win-win, en gagnant-gagnant. Je ne suis pas là pour léser les gens et je ne suis pas là non plus pour me léser moi. Là, le truc, c'est qu'on arrive au bout de 30 webinaires, je répète 30 fois la même chose, j'ai plus la même énergie, j'ai plus la même niaque, je vais pas forcément convaincre autant que les premières fois. Ça veut dire que je vais empêcher des gens d'accéder à mes produits qui vont potentiellement changer leur vie juste parce que moi, je suis pas d'humeur et que je me suis engueulé avec ma femme 2 heures plus tôt. Exemple. C'est trop Ouais. bête. Ça veut dire que le destin de certains de ses clients peut potentiellement dépendre de si moi j'ai mangé trop de sucre aujourd'hui ou pas, et si j'ai passé une bonne nuit. Alors que si j'arrive et que je me présente, qu'on crée un lien, qu'on discute 5 minutes, et qu'ils voient que c'est en live et qu'ils sont confiants et qu'on crée un lien, et qu'ensuite, pendant 15 minutes, j'envoie le premier volet de ma présentation, qui est la meilleure présentation que j'ai jamais donnée sur ce quart d'heure-là. Il y a 3 secrets dans un webinaire en général. Je lance le premier secret, 15 minutes, meilleure présentation ever. Ensuite, je reviens. Ça va, vous suivez? Est-ce que vous avez des questions? Ça Ok, va génial, passer. génial. On envoie la suite. Deuxième secret, 15 minutes, je reviens et j'alterne comme ça. 5 minutes de live, 15 minutes d'enregistrement et j'alterne comme ça tout le temps. Ça veut dire que moi, je ne me suis pas épuisé. En plus, j'ai pu dîner tranquillement devant ma petite présentation.
Mes clients, quant à eux, mes prospects du moins, ils ont la meilleure présentation possible, avec mon meilleur niveau d'énergie. J'honore leur temps sans les léser parce que c'est réellement en direct et je suis réellement là pour répondre à leurs questions à la fin. Et sans léser la promesse de oui, c'est un webinaire live. Je ne mens pas, c'est en live, je suis là d'ailleurs. C'est juste que je vous diffuse l'enregistrement. Et je vais terminer en disant que cette idée-là, ça a été un double déclic parce que j'ai eu le déclic à cause de ma voix et je me suis rendu compte que je pouvais faire ça. Et j'ai repensé presque 10 ans plus tôt quand j'ai assisté à un séminaire de Tony Robbins. Tony Robbins, salle de 7000 personnes, on est à Londres. Il nous fait faire des trucs de dingue et à un moment, il baisse les lumières et dit allez, tout le monde fait une méditation, je vous guide. Et là, tout le monde ferme les yeux, il y a une musique, on médite et Tony Robbins nous guide au micro sur comment faire pratiquer la méditation. Et à un moment, un petit peu espiègle que je suis, j'ouvre un œil et je vois sur scène une ombre un peu lointaine et je vois Tony Robbins, comme ça, sur sa chaise, en train de boire un coup de flotte, pendant qu'il y a la bande-son qui nous fait méditer. Et je me dis, oh l'enfoiré, il est là en train de se reposer. Mais Tony Robbins, à 60 ans, je m'attendais à ce que 8 heures par jour, tu sois à fond. J'étais presque déçu. Après, je me suis dit, mais en fait, il est juste humain et c'est smart. Et est-ce que j'ai vécu une mauvaise expérience pour autant? Non. Est-ce que j'avais envie d'avoir un Tony Robbins qui avait plus de voix et qui était à bout et qui galère à faire la méditation, ou est-ce que je veux la meilleure version de Tony Robbins? Et du coup, ceci couplé à cela, je me suis dit, voilà, je fais pareil que Tony Robbins. Je suis Tony Robbins. Que diable. Productivité vs efficience. Tu viens de nous donner le parfait exemple de ça. Franchement, j'y ai jamais pensé parce qu'en fait, moi je fais souvent des webinaires avec mes clients, mais en mode atelier, mais j'utilise la trame de Russell Brunson, Perfect Webinar, parce que ça décortique en fait la c'est basé sur le mécanisme qui se passe dans la tête de la personne qui t'écoute. Donc Ouais. ça part d'une big idea et puis tu décortiques leurs pensées, tu fais pas dézinguer leurs pensées, sinon ça va créer de la résistance. Tu décortiques leurs pensées, leurs croyances, mais finalement c'est la même idée. Et puis la partie closing, c'est basé sur en fait comment le cerveau se rappelle des informations, qu'est-ce qu'il capte, les émotions, les machins. Je rajoute un brin de storytelling en plus à ma façon, mais j'y ai jamais pensé de faire parce qu'en fait il y a deux écoles. Il y en a qui disent il faut que le webinaire soit en live pour que ce soit humain. Et l'autre école, c'est il faut que le webinaire soit automatisé pour s'en débarrasser parce que c'est franchement, c'est pas évident de le faire en live 45 minutes, 1 heure par semaine. Là, tu viens de nous donner une recette en or que même Russell Brunson n'y a pas pensé. Je vais lui C'est envoyer un mail. non, je veux garder l'exclusivité, s'il te plaît. C'est en fait, faites les deux, les gars. Les parties où vous êtes en train de discuter avec la communauté, c'est des parties chaudes, c'est des parties où vous êtes présent, vous pouvez parler avec les gens, vous pouvez répondre aux questions, vous pouvez montrer votre énergie du moment et inspirer. Ouais. Les parties où vous êtes en train de dérouler votre mécanisme, votre méthode, les croyances, les erreurs, tout ça, le storytelling, bah, le mieux, c'est que ce soit préenregistré et comme ça, vous, entre-temps, vous pouvez faire une petite pause, prendre un petit café et tout et revenir à la partie closing avec encore plus d'énergie qu'au départ du webinaire. Et ça, c'est magique, je vais le tester. C'est trop bien. Bien sûr, ça Yeah. implique d'avoir déjà l'enregistrement. Donc, après avoir fait une quinzaine de webinaires, je regarde, OK, sur secret numéro 1, quel est le taux de rétention? À quel moment est-ce que c'était le mieux? Parce qu'il y a des jours où tu as des super arguments, tu es en feu, et la semaine d'après, tu dis merde, j'arrive pas à trouver mes mots, et c'est dommage. Tandis que là, tu prends le meilleur. J'ai fait un petit montage, machin, bref, c'est bon. Et vu que c'était que des slides, il n'y avait pas besoin de voir mon visage. Bien sûr, c'est ça aussi. Tu te dis, comment tu peux faire si tu fais en live, si tu mets l'enregistrement en live? Bah, tu allumes ta caméra, tu fais le live, ensuite tu dis bon, j'éteins ma caméra, j'envoie les slides. Boum, c'est l'enregistrement, il n'y a que des slides, il n'y a pas ton visage. Voilà, il faut être un peu smart. Bon, bref, je ne vais pas vous donner toutes les techniques, mais vous avez compris l'idée. C'est génial. C'est extraordinaire. Tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études. Moi, toi, tu as fait les deux. Tu as raté tes études Sciences Po, mais tu as été major promo en marketing. Ouais, c'est Et vrai. c'est quoi la différence entre le marketing qu'on enseigne à l'école? Alors, juste pour la petite histoire, moi, j'ai jamais fait de grandes études, j'ai même pas eu mon bac et je suis tombée dans la marmite du marketing avec AXA Assurance. J'ai bossé à partir de 19 ans, 18 ans, à AXA Assurance avec un diplôme qui n'était pas vrai. J'ai honte de le dire aujourd'hui, mais voilà, j'étais jeune, donc je pouvais faire cette erreur. Et du coup, j'ai jamais eu ce parcours académique, si tu vois ce que je veux dire. Ouais. Je suis une autodidacte, j'apprends sur les livres de tous les grands noms anglophones surtout.
Je regarde les publicités, j'adore regarder les publicités, les pages de vente, les emails. Avant, ça a commencé au téléphone en tant que conseillère en assurance et ça a continué en email marketing, puis page de vente. Petit à petit, c'est devenu une vraie passion, même une obsession et c'est pas en train de, tu vois, c'est en train d'empirer maintenant parce que je suis en train de créer mon propre business, je le fais pas pour les autres. Donc, j'aimerais savoir en fait, c'est quoi la différence entre un parcours académique en marketing et la réalité du terrain? Je pense pas que je sois le mieux placé pour t'en parler, parce que moi, du marketing, j'en ai fait 10 heures sur un semestre. Non, 2 fois 12 heures, je crois, c'est ça, 24 heures. 24 heures, je me souviens vaguement qu'on avait appris la pyramide de Maslow. Ça, c'est assez concret pour le coup. Ouais. Et on avait quelques exemples. Je me souviens juste que Sciences Po, c'était pas fait pour moi parce que je suis pas politisé. J'avais fait un bac littéraire, comme on peut le deviner à mon profil littéraire, et donc pas d'économique et sociale, donc j'étais paumé à ce niveau-là. Donc à chaque fois, il y avait une distance. Déjà, j'ai intégré Sciences Po, c'est pas parce que j'étais fort, hein. Je fais un crochet, mais pour expliquer ce parcours-là, c'est que le concours est extrêmement exigeant. Tu as une épreuve d'histoire, une épreuve de culture G, une épreuve d'anglais. Grosso modo, tu as 3 épreuves comme ça. Et si tu as plus de 10 sur 20 à une épreuve, déjà, tu es dans le haut du panier. Et le truc, c'est que j'avais pas une culture générale incroyable. Je me débrouillais, mais il y en avait qui étaient beaucoup plus brillants que moi. En histoire, j'ai toujours été une quille. D'ailleurs, j'ai eu 8 à l'examen. En revanche, j'ai toujours été bon en anglais. J'étais bilingue et du coup, j'ai pu compenser avec ça. Mais surtout, comment est-ce que j'ai eu le concours? Pas en apprenant euh, une encyclopédie de culture générale ou une encyclopédie d'histoire. J'ai juste appris à disserter. J'ai appris la méthodologie. En gros, j'ai appris quelles sont les attentes du correcteur, comment est-ce qu'il veut que je déroule ma pensée. Il préfère voir une argumentation avec des exemples nazes et une pensée un peu scabreuse, mais que ce soit une argumentation construite plutôt que la meilleure pensée, mais on dirait un philosophe bourré qui a écrit. Et moi, c'était tellement clair, tellement propre, tellement argumenté, tellement béton que, au mieux, le correcteur pouvait se dire, je suis pas tout à fait d'accord, mais il était limpide. Boum, bonne note. J'ai appris comment disserter, la méthodologie, ce qu'on attendait de moi. Exemple typique, au bac, j'ai eu 18 au bac littéraire. Sur l'épreuve d'histoire, je savais que si je rajoutais une carte, si je dessinais une carte sur ma copie d'histoire, ça allait me rapporter 1 point au bac. J'avais lu ça dans un truc obscur, d'un règlement d'une pauvre d'un bac. Et ben, j'ai redemandé mes copies après avoir passé le bac. J'ai vu 17 sur la note, plus 1 égale 18 sur 20 pour cette épreuve en histoire. Parce que je connaissais la méthodologie. En business, ça revient à comment est-ce qu'on crée un poste, comment est-ce qu'on applique un framework, le perfect webinaire de Russell Brunson. Il t'explique pas quoi mettre dans ton webinaire, il t'explique l'ossature, comment le structurer. Et j'adore les méthodes, je suis obsessionnel des process et des méthodes comme ça. Maintenant que j'ai parlé de ce tic, parce que j'estime que c'est un tic, il faut être un peu toqué pour aimer les méthodes comme ça. Maintenant que vous avez compris comment j'ai fait l'anguille pour intégrer Sciences Po et comment je me suis retrouvé au milieu d'un endroit où j'avais rien à foutre, eh bien, j'ai appris le marketing là-bas. Maintenant que vous comprenez ça, j'arrive en marketing. Pareil, c'est le sujet qui m'intéresse le plus de tous, mais je suis pas très académique moi-même. Je suis bon élève, mais j'ai un peu de mal. Et à ce moment-là, je tente encore une nouvelle tentative sur la méthode. Plutôt que de prendre mes cours en tapant au clavier ou en rédigeant des lignes et des lignes sur mon cahier, je j'applique ce que je viens de lire dans un bouquin de développement personnel, un de mes tout premiers, qui était le livre de Tony Buzan sur les mind maps. Si je vous parle de mind map aujourd'hui, ça vous paraît peut-être banal parce que tout le monde a déjà vu des cartes heuristiques comme ça. En 2012, les mind maps, les gens ne savent pas ce que c'est. Et quand tout le monde est en train de gratter de manière studieuse en cours de marketing et que moi je suis là en train de dessiner des pyramides pleines de couleurs avec mes feutres, j'ai un feutre dans la bouche, un autre en train de dessiner tout ça, moi je passe pour un cinglé. Et après je fais major promo, les gens ne comprennent pas comment. Parce que j'ai appris à structurer ma mémoire grâce à des mind maps et à apprendre différemment. Et en plus, j'aimais bien ça et j'étais un peu doué là-dessus. Donc voilà, j'ai eu 15 ans marketing. Super, ça m'a permis de passer mon année puisque les autres matières n'étaient pas brillantes. C'est pas que je révisais le cours 2 heures avant l'épreuve, c'est que j'apprenais le cours 2 heures avant l'épreuve vu que je me pointais pas en premier lieu. Donc tout ce que je peux te dire, c'est que le marketing, je ne sais pas exactement ce qu'il nous raconte là-bas. Je sais juste que quoi qu'on nous raconte, la méthodologie, ça a de l'importance. Je Tout pourrais à être fait, politicien c'est à force de répondre à côté de tes questions, non? non, non, j'adore, mais c'est, fil dans le mille, quoi. C'est vraiment quelque chose qui me manque, c'est structuration, mind mapping, tout ça, tout ça. Je suis plus dans l'intuition, l'impulsivité, la créativité, mais c'est vrai que sans structure, ça en fait, c'est dommage parce que tu laisses beaucoup, enfin, tu n'as pas suffisamment d'espace libre pour que la créativité soit, vraiment, à son maximum, si La tu vois ce que je veux créativité dire? vient de la structure, pas l'inverse. Exactement, c'est ça.
Il te faut un cadre. D'ailleurs, en général, les bonnes œuvres, tu prends les premiers jeux vidéo qu'il y avait sur la NES ou sur Nintendo 64. Comment est-ce qu'ils ont pu créer des chefs-d'œuvre? Parce qu'ils avaient des contraintes. On leur dit, bon voilà, sur une cartouche, tu peux seulement mettre 8 bits ou 64 bits. Eh bien, il faut que tout puisse rentrer sur une cartouche. Les premiers jeux Pokémon, tu avais 150 monstres à mettre sur une cartouche, il a fallu être ingénieux. Mais c'est de cette contrainte qu'est née des idées et donc des chefs-d'œuvre. La créativité vient des contraintes. Yep. Ouais, c'est ce qui explique d'ailleurs la peur de la page blanche quand on est écrivain. Euh, Atterrir comme ça devant une page, un univers ouvert où il n'y a pas de règles, il n'y a pas de limites, il y a juste un champ infini de potentiel, ça donne le vertige et du coup ça peut nous pousser à être paralysés, ne pas passer à l'action, ne pas savoir par où commencer. Et c'est dans le business, c'est pareil. Pour tous les gens qui ont fait plusieurs formations, qui sont aujourd'hui paralysés par le choix infini qu'on trouve sur le web, de quelle méthode choisir, quelle idée business, tout ça, tout ça. Mettez-vous des limites, les gars, structurez, anticipez et puis créez une méthodologie avec du gain, de la récompense et la carotte et le bâton. Comme ça va être amusant. Comment tu structures ton contenu, ta création de contenu? Pour rappel, aujourd'hui, tu fais une vidéo YouTube par jour. Je me souviens encore qu'il y a quelques mois, tu faisais un challenge sur TikTok. Tu as un podcast, tu fais pas mal de choses, en plus du coaching one-to-one, en plus de toutes les interviews auxquelles tu réponds oui, présent. Comment tu gères ton temps? Et j'ai toujours une double question parce que ça va ensemble. Comment tu structures ta création de contenu et comment tu gères ton temps? Est-ce qu'il y a un moment de ta journée où tu es plus créatif ou c'est vraiment au feeling? Et en plus, tu vois, je fais tout ça, mais tu as même pas mentionné que j'étais trop fort à Mario Kart. Et ça, c'est un talent qui se développe. Qu'il est? Je pense que je suis pas du tout à fond. Déjà, j'estime que j'estime que je procrastine beaucoup, que je suis pas du tout au max. Et donc voilà, déjà, je suis pas d'accord sur le postulat du fait que je sois efficace. Maintenant, dans les faits, c'est vrai qu'il y a du contenu. Alors, soit je suis trop exigeant, soit je suis conscient de ce que je ne fais pas et du coup, voilà, il y a un gap. Mais en tout cas, il y a au moins quelque chose, c'est déjà pas mal. Ça, c'est vrai. Et c'est d'ailleurs ma philosophie, fait est mieux que parfait. En fait, c'est la philosophie de Sheryl Sandberg, Ouais. une directrice de Facebook. Fait est mieux que parfait, done is better than perfect. Bah oui, moi, c'est pas parfait, mais au moins, ça mérite d'exister. Une vidéo par jour sur YouTube, c'est un défi que je me suis lancé. Je sais pas si je vais continuer ce rythme-là. C'est pas le rythme qui me dérange, c'est que en une vidéo par jour, euh, j'ai pas le temps d'approfondir un sujet. Et j'aime bien aller en profondeur sur les choses. Donc après, si j'écris des bouquins à côté, je pourrais peut-être aller plus en profondeur et garder une vidéo par jour. Mais tu vois, il y a un équilibre à trouver. Ce qui est sûr, c'est qu'avoir une habitude quotidienne, ça te permet de structurer ta pensée. C'est un rendez-vous avec ton audience, c'est un rendez-vous avec toi-même. C'est un super défi, je le recommande. Donc une vidéo par jour, oui. Le podcast, je t'avoue que je dois beaucoup à mon co-hôte du podcast, mon ami Christopher Cerceau, parce que le fait d'être à deux sur le podcast, bon, il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix, on a un podcast tous les jeudis, il faut l'assumer. Ça nous est déjà arrivé de sauter 1 ou 2 semaines parce qu'on n'avait pas d'invité ou un concours de circonstances, mais globalement, on est ultra régulier là-dessus. Être à deux, ça aide là-dessus. Ensuite, au niveau, ta question, c'était les niveaux d'énergie au cours de la journée, c'est ça? Yes. Là, encore une fois, j'estime ne pas être optimal, mais justement, mon message pour vous qui nous écoutez, c'est on peut ne pas être à 100%, on peut ne pas être le top de top, mais quand même faire des trucs. C'est pas binaire en fait. C'est pas tout ou rien. C'est un curseur. Moi, mon curseur, il est pas à fond sur la productivité, mais en même temps, le fait d'être un peu plus au milieu, ça me laisse de l'espace pour mes loisirs, ça me laisse de l'espace pour ma femme, ça me laisse de l'espace pour le karaté, qui est une portion importante de ma vie. Bah oui, je fais pas de webinaire le jeudi parce que j'ai karaté, et c'est important pour moi d'y aller. Oui, le week-end, des fois, je pourrais faire plus d'actions, enregistrer des vidéos, mais non, le week-end, pendant 2 jours, je suis arbitre de karaté. Il y a les championnats de France en ce moment, je suis mobilisé, je suis payé moins de 100 euros la journée, donc c'est pas spécialement rentable, mais c'est un loisir et ça me nourrit à bien des égards. Et ça nourrit à terme qui je suis et même mon business par extension, en fait. Parenthèse fermée, c'est pas optimal, mais c'est pas grave. Fait est mieux que parfait. Maintenant, quand est-ce qu'on a de l'énergie? Je pense que ça vaut le coup pour vous qui nous écoutez de regarder votre chronotype.
J'ai découvert ça il n'y a pas si hyper longtemps. Le chronotype, c'est est-ce que tu dors comme un ours, comme un loup, comme un dauphin ou que sais-je. Et voilà, il y a des gens qui sont du matin et des gens qui sont du soir. Ça peut changer. Moi, je sais que ça change. Donc, il faut tester. Et pour répondre à ta question, ma meilleure énergie, je pense qu'elle est entre 10h et midi dans cette eaux-là. Et, et pendant longtemps, j'ai voulu faire le Miracle Morning. Cette injonction de on se lève à 5h et à 7h, c'est bon, j'ai déjà écrit 2 heures et après, boum, j'enchaîne et tout. En vérité, je suis vraiment pas du matin. Et maintenant, je suis OK avec ça. Je suis OK avant 8h, je traîne, ou parfois je me lève à les 8h30. Pour certains, c'est tôt, pour d'autres, c'est tard. Ça dépend des gens. Ça dépend aussi de quelle heure tu te couches, etc. Mais en même temps, tu peux pas avoir un Miracle Morning où tu te lèves à 5h du matin quand tu t'engages à aller au karaté et tu reviens chez toi, il est 22h30. Et tu peux pas t'engager non plus à te lever super tôt quand finalement le soir tu donnes un webinaire jusqu'à 23h. Et à 23h, c'est pas t'éteins la caméra, tu te mets sous la couette et tu dors immédiatement. Non, tu as de l'excitation, tu as de l'énergie, tu as peut-être des trucs à gérer, tout ça. Donc forcément, quand tu as ce rythme-là, c'est un équilibre à trouver, encore une fois. Donc ça change et c'est à vous de tester, tout simplement. Moi, quand j'ai de l'énergie, on s'en fout. C'est à vous de tester à quelle période de la journée. Et après, de vous créer une discipline pour mettre des actions, quel que soit votre niveau d'énergie, justement. Pour l'organisation, moi, j'ai un gros problème. Mais ça fait 5 ans que je l'ai, donc je l'ai apprivoisé. J'aimerais bien avoir ton avis là-dessus. Comme je suis une créative, donc je fais du copywriting, je planifie tout à l'avance, j'ai un agenda, tout ce que tu veux, mais j'ai aussi des deadlines. Et je n'ai jamais réussi en 5 ans à anticiper la durée que ça allait me prendre une création de contenu. Genre, je vais faire une VSL parfois en 30 minutes, ça va être super rapide, super pertinent. Je vais relire juste pour effacer, tu vois, le superflu, relire à haute voix, tout ça, ça me prend genre maximum 2-3 heures. Et parfois, bah, ça me prend 2 semaines, j'ai pas d'idée, même si c'est la même thématique, même si c'est la même configuration. Est-ce que tu as un remède par rapport à ça ou je serais maudite toute ma vie? T'es foutu. Laisse tomber, t'es foutu. Ouais, ouais. No hope. Ça s'appelle être humain. Ça s'appelle être humain. Des fois, c'est un fantasme de dire que je suis un robot et je sais que toutes mes VSL, je vais les faire en 29 minutes et 30 secondes. Tu Ouais. sais que des fois, ça va te prendre 30 minutes, tant mieux. Tu sais que des fois, ça va te prendre 1 heure, 2 heures. Bah, fixe-toi des créneaux de 2h30 systématiquement. Comme ça, tu sais que ça sera toujours dans le timing. Et si tu termines en avance, tant mieux. Bah, tu iras te balader plus tôt que prévu. Tu cales pas, Bril, tu cales pas oui, tes standards. Tu cales pas tes attentes sur ton plus haut niveau. Tu cales tes attentes sur ton plus petit standard. Vous n'êtes pas vos ambitions, vous êtes ce que vous tolérez au quotidien. En clair, si tu mets jusqu'à 2 heures pour faire une VSL, ton standard, ça doit être 2 heures, pas 30 minutes. 30 minutes, c'est l'exception. voilà. Ça, c'est cool. Ça diminue le stress et les exigences et ça augmente les moyens. Et ça, c'est génial dans le Ouais, tu te mets processus. une récompense si tu termines plus tôt. Tant Voilà. mieux si tu termines Ah, plus tôt. Mais c'est une ouais. exception. Et il faut arrêter d'être ultra exigeant. C'est le mec super exigeant qui dit ça. Mais justement, parce que je connais bien le sujet, il faut aussi est-ce que tu imposerais, faut aussi se respecter, je termine ma phrase. Est-ce que tu imposerais à un prestataire, vas-y, fais-moi une VSL en 30 minutes, et si ça fait 40 minutes, ça va barder? Non, alors pourquoi est-ce que tu te l'imposes à toi? Voilà. C'est C'est ça. fou On est son, comment son on accorde plus despote. d'importance aux autres qu'à soi. Ouais. Ouais, ça, c'est. Bah, there is too much left to learn. Il y a encore énormément de choses à apprendre et je parle pas de livres, je parle de soi principalement. Parce que ça, c'est le genre de choses qu'on n'apprend pas dans les livres puisque ça, c'est personnel. Il faut se connaître pour s'apprivoiser. Ouais, puis ça change en plus, c'est ça qui est drôle. C'est Ouais, quand tu crois te c'est connaître, ça. boum, t'as un événement qui te fait chambouler et tu te rends compte que tu te connais pas si bien que ça. Justement, tu en parlais dans l'une de tes vidéos YouTube des fantasmes entrepreneuriales, des fantasmes Ouais. quand on se lance dans l'entrepreneuriat. Ouais. C'était quoi ton fantasme à toi qui s'est écroulé avec les années? Ah, très bonne question. Déjà, si on définit le fantasme, quand j'emploie ce mot-là, en général, c'est une illusion Ouais, de ce qu'on attend. C'est pas oh, je rêve de faire ça. Pour moi, un fantasme, c'est fantasmer de faire 1 million de chiffre d'affaires cette première année, par exemple. Ça, c'est un fantasme. C'est un fantasme parce qu'en fait, un fantasme, c'est quand tu imagines un objectif, une réalité, et que tu vois tous les avantages. Oh, 1 million, super, je vais avoir une équipe et avoir de la notoriété et du chiffre d'affaires pour faire ça. Tu vois tous les avantages d'avoir 1 million de chiffre d'affaires, mais tu vois pas tous les inconvénients. Le stress, les insomnies, les recrutements à faire, ceux qui se barrent, les médias qui disent de la merde sur toi et que c'est injuste,
le taux de travail que ça fait, ta femme qui se barre parce que tu travailles trop et en plus, tu n'es pas présent. Tu négliges ta santé, tu prends 20 kilos. Du coup, à terme, dans 3 ans, bah, tu vas avoir des soucis de santé qu'il va falloir régler. Tu vois tous les avantages, mais pas les inconvénients. Ça arrête d'être un fantasme le jour où tu vois les avantages d'une situation, les inconvénients d'une situation et que tu es OK de payer le prix pour avoir cet objectif. C'est ouf. Moi, mon fantasme, j'en avais eu, c'est juste que j'ai appris à chaque fois à voir le positif quand ça n'allait pas et à voir les inconvénients quand ça allait. Aujourd'hui, j'ai déjà eu des fantasmes en business de me dire ah, je fantasme d'avoir une activité qui tourne, je sais pas, 20, 30 000 euros par mois. Et, j'ai eu ces résultats-là seulement quand j'étais prêt à payer le prix. Et pendant longtemps, j'ai voulu monter à 50 000, 100 000 par mois. Et c'était un fantasme parce que je me disais, ah, ça sera trop bien quand j'en serai là. Mais en fait, quand je vois qu'il faut une équipe de vente, qu'il faut la gérer, et qu'il faut une pression que je suis pas encore prêt à avoir, que j'ai pas encore les épaules. Parce que quand j'ai un produit qui cartonne, que j'ai moins de 1% de taux de remboursement, que mes clients mettent 5 étoiles partout, je suis là en train de me dire que le produit n'est pas assez bon et je stresse quand un client rentre en me disant est-ce qu'il va avoir les résultats que je lui promets, alors que mon produit est objectivement excellent. Quand j'ai ce niveau de stress là, qu'est-ce que ça va être quand je vais vouloir scaler à plus grande échelle? Je n'avais pas encore les épaules pour assumer une pression pareille. C'est la vérité. Donc ça, C'est c'est exactement ce que j'ai vécu. J'ai vécu ça l'année dernière. J'ai fait un burn-out, 4 mois. Je sais pas qui avait dit qu'un burn-out, en fait, c'est pas le stress, c'est la perte de contrôle. C'est qu'au bout d'un moment, on contrôle plus rien. Cauchemar en cuisine. Et c'était en fait la période de ma vie où j'ai fait mon plus grand chiffre d'affaires. Pourtant, j'ai perdu le contrôle parce que j'avais pas les épaules pour scaler. Et puis, en, en- en route, au cours de route, j'ai découvert que ça me saoulait en fait d'être copywriter dans le domaine du développement personnel, spiritualité, tout ça, ça me correspondait plus. Quand j'avais commencé en 2017, j'étais intéressée par le dev perso, par la spiritualité, ces domaines un petit peu, tu vois, d'exploration de la nature humaine, de la conscience, tout ça, tout ça. En 5 ans, j'en ai trouvé du baratin, j'en ai trouvé du bon, de l'excellent contenu, mais aussi du bullshit, tout ça. Mais moi, je suis plus la même que Zara d'il y a 5 ans et je serai pas la même dans 5 ans, ni le monde de l'entrepreneuriat d'ailleurs. ouais. Donc, quand j'ai commencé à réussir d'une façon qui m'a surprise en termes de chiffre d'affaires pour un copywriter francophone, c'était pour moi un échec, alors que c'était beaucoup d'argent, c'était beaucoup de commandes, c'était des gens, des entrepreneurs de renom. Mais pour moi, c'était un échec parce que j'ai perdu la joie, parce que j'ai forcé, parce que je devais, tu vois, me réveiller le matin et me dire, mais putain, j'ai ça à faire et j'ai envie que ça cesse. Et puis, de semaine en semaine, j'ai perdu le contrôle, j'ai fait une crise d'angoisse. J'étais au Brésil, à Sao Tomé das Letras, un petit village au Brésil de hippies. J'ai tout déconnecté et j'ai vécu avec les hippies pendant à peu près 2 mois avant de partir au Maroc, en pays d'origine, pour juste reprendre un mode de vie simple, en mode je sors, je cours, je marche, je profite de la vie, mais loin de tous mes écrans. Et depuis, bah, je me dis, plus jamais, j'aurai des objectifs en fait long terme sur le même truc. Je vais faire ce qu'il y a à faire, je vais poser une trajectoire. Mes objectifs, ça va être flexible. Je vais être en mode exploratrice, découvrir ce que le terrain va me présenter, va mettre sur ma route comme opportunité. Genre là, je fais un podcast, je n'ai aucune idée de ce que je vais vendre derrière, tu vois. Mais je vais le faire, continuer, et puis au bout d'un moment, quand j'ai une idée, je vais aller jusqu'au bout, et puis peut-être que dans 2, 3 semaines, je ferai autre chose, quoi. Et pour moi, ça revient aussi au fait d'avoir confiance en soi et de ne pas être dans le contrôle au point de programmer ces 10 prochaines années, mais d'accepter la part d'inconnu, la part de surprise qu'il y a dans ce cheminement. Je suis d'accord avec ça. Je suis d'accord avec l'idée de ne pas avoir une vision figée qui ne bougera pas. Tu sais, il Ouais. y a 6 mois, on ne savait pas que ChatGPT allait débouler. Je ne sais pas concrètement ce que l'intelligence artificielle va changer ou non dans notre quotidien, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a des éléments qu'on ne peut pas anticiper, qu'on ne peut pas prendre en compte. Et les choses vont très très vite. Et tout peut changer à tout moment. Donc c'est impossible d'avoir une vision et d'y coller à 100%. En revanche, voilà, ce que j'ai compris, c'est que c'était bien d'avoir une étoile polaire, une sorte de grand pourquoi, de guide, et surtout d'avoir ta boussole, tu sais, ta boussole avec tes valeurs
et de la suivre quoi qu'il arrive. J'ai appelé ma société Sirius Impact. Pourquoi? Parce que Sirius, c'est l'étoile la plus brillante dans le ciel. Une étoile qui a des années-lumière et qui est en fait l'étoile la plus brillante dans le ciel. Voilà. Et du coup, c'est l'idée d'avoir un repère, une étoile comme ça qui te guide dans le noir et d'avoir toujours une direction vers laquelle elle est. Et puis l'impact, c'est le côté servir les autres et avoir un impact positif sur les autres. Donc j'ai appelé ma boîte comme ça parce que je voulais garder l'esprit que je voulais être un guide pour ceux que je sers et aider les gens à être eux-mêmes des guides pour leur environnement. Je crois vraiment en cette notion de boussole et d'étoile. Et aussi parce que je suis un peu perché, j'aime bien les étoiles. En plus, ça fait un beau jeu de mots. Serious et serious. Ouais, ça fait un peu serious business. Serious business, tu vois, c'est des trucs sérieux un peu. Et Je t'ai perdu. sans serious. Ok. Excuse-moi, je t'ai perdu pendant 15 secondes, donc si tu m'as fait une blague, j'ai pas pu rigoler. J'ai fait une blague de Joker. Why so serious? Ouais, totalement, ouais. Le marketing, si tu devais ne garder qu'une seule stratégie marketing ou astuce ou conseil et supprimer tout le reste, ce serait quoi pour booster tes campagnes? Je vais faire un mix parce que j'ai plusieurs idées. La qualité que je garderais, ce serait la constance, sans hésiter. Et du coup, ce qui se marie bien avec la constance, c'est un format du type newsletter quotidienne. Je dis pas faites ci, faites ça, c'est tactique plus que stratégique, mais c'est le fait d'avoir un rendez-vous quotidien ou du moins régulier, et toi d'avoir une certaine constance. C'est que, je sais pas, quand tu découvres un podcast, c'est quand le dernier podcast que tu as découvert qui avait moins de 3 épisodes? Je sais pas, moi, à chaque fois que je découvre une chaîne YouTube, un podcast, n'importe quoi, il y a toujours déjà 500 000 abonnés, 200 épisodes de sortie. Mais tous les podcasts ne commencent pas avec 200 épisodes, il y en a forcément un au début. Donc tant que tu n'en es pas à ce niveau de régularité d'avoir 100 ou 200 épisodes, comment tu peux espérer que le grand public te découvre? Yes. D'où la constance. Pour faire travailler les... Recyclage de contenu Ouais, recyclage de contenu. Je kiffe. en mode Gary Vee, tu l'appliques aujourd'hui? Je l'applique autant que faire se peut. Aujourd'hui, je suis dans une phase de transition où j'ai décidé d'épouser mes rêves d'enfance, à savoir vivre de ma plume. C'est un défi que je me lance. C'est la première fois que j'en parle publiquement. C'est très récent. À chaque fois que j'essaie d'entreprendre une nouvelle aventure, il y a un truc qui vient me cogner derrière la tête en disant non, mais toi, ce que tu kiffes, c'est écrire. Vas-y, sors-les tes bouquins et reviens à tes premiers amours qui étaient l'écriture. J'ai publié mon premier livre à 19 ans. Reviens à ça. Et aujourd'hui, tu penses que tu peux pas en vivre, mais il y a forcément un moyen que ce soit le cas. Enfin bref. Du coup, ça revient me chercher à chaque fois. Et du coup, le fait que je veuille me lancer dans ce projet-là à fond, ça m'oblige à me restructurer, ce qui fait que là, je sors d'une phase relativement chaotique. J'ai enlevé plusieurs de mes offres, je me suis séparé de plusieurs personnes de mon équipe, j'ai redescendu les dépenses de l'entreprise ainsi que le revenu de l'entreprise, je restructure tout pour ne plus être au service de mon business, mais que mon business soit au service de mes rêves et de ce que je veux laisser derrière moi. Le vrai truc qui m'a fait débloquer, c'est dans 12 mois, si je devais quitter cette terre, qu'est-ce qui resterait de moi? Je n'étais pas content avec le résultat. Et je n'étais pas content avec ce que j'avais prévu de faire. Donc j'ai adapté, je me dis, fuck, maintenant je vais essayer de vivre selon mes rêves et avec mes compétences, je me fais confiance pour que ça se déroule bien. Cela étant dit, j'ai oublié ta question. Qui Est-ce était que tu fais du recyclage en mode Gary Vee ouais. tout le temps? Désolé pour les parenthèses, j'ouvre des parenthèses, je ne les referme pas toujours. Donc oui, j'en ai beaucoup fait justement quand j'avais une équipe. Je pouvais déléguer, créer des process, recycler le contenu. Aujourd'hui, je le fais un peu moins, mais j'encourage à le faire. Je ne le fais pas autant que j'aimerais. Et justement, je suis en train de changer parce que les stratégies, ça change aussi. Ce que j'ai mis en place le mois dernier, c'est différent de ce que j'ai mis en place il y a 3 mois, il y a 6 mois. Je teste des nouvelles choses. Et là, la nouvelle idée sur laquelle je suis arrêté, qui changera probablement d'ailleurs, mais là, c'est vraiment de capitaliser sur moins de contenu, mais vraiment des contenus piliers qu'ensuite tu vas pouvoir recycler. Très concrètement, tu écris un article de blog béton, genre le guide ultime sur le copywriting, ou alors le guide ultime pour le copywriting sur le développement personnel, peu importe le sujet. Tu fais un article de blog béton que tu vas envoyer en newsletter une fois par semaine. Cet article de blog va te servir de script pour une vidéo YouTube que tu vas pouvoir recycler en podcast et aussi découper en shorts, en réel, en TikTok. Et tu vas pouvoir poster un extrait de cet article sur les réseaux sociaux avec un lien pour dire si vous voulez la suite, c'est sur mon blog. Et entre deux, tu mets une page d'opt-in pour récupérer les emails.
sachant qu'ensuite ils recevront tes newsletters qui elles-mêmes sont issues de l'article de blog. Tu vois, c'est vraiment l'idée d'avoir un contenu bloc sur lequel tu mets 80% de tes efforts et après le recyclage, il diffuse ça. Ce qui fait que tu vas à la fois être partout tous les jours, tout en proposant du contenu pertinent, vu que tu aurais pris le temps de le bosser en amont. Excellent. Donc je suis plutôt là, c'est ce que je suis en train de mettre en place et c'est ce qui m'anime. Mais très cool pour tout automatiser, une fois par semaine, en mode batching. Ouais. Génial, je vais tester ça. Tu vois, le podcast, c'est la chance d'être formé gratuitement, tout le temps. Meryl, comment t'étais quand t'étais enfant? Alors, j'ai une question qui me traverse l'esprit, mais je sais pas pourquoi. Est-ce que tu étais un enfant solitaire, un ado solitaire? On m'a jamais posé la question. Ouais. Un enfant solitaire. Un ado, je sais pas, mais un enfant solitaire, ouais. Parce que la façon avec laquelle tu manies les mots, moi, en tant que passionnée de storytelling, je n'ai pas un aussi bon niveau que toi, j'apprends. Je sais en fait que ce besoin d'écrire, ça vient d'un besoin de s'exprimer et d'être compris. Et, euh, et parfois, cette compréhension ne peut pas être juste avec des échanges normaux et tout, pour descendre à un certain niveau de profondeur. Euh, En tout cas, c'est ce que moi j'ai vécu à 5 ans, quand j'ai écrit ma première expression écrite en français et que mon prof l'a fait lire à toute l'école primaire et que J'ai lu les aussi. Et je maîtresses d'autres classes. Ah ouais? Putain, c'est énorme. Excuse-moi, je t'ai ton histoire. Non, mais tu vas me comprendre, je suis contente parce que en fait, il a fait le tour de toute l'école primaire et j'ai vu les autres maîtresses, les autres profs pleurer. C'était une dissertation par rapport à la guerre en Palestine. Tout le monde était dans la guerre, tout ça, tout ça. Et moi, j'avais capturé une image. C'était un petit garçon qui a été tué dans les bras de son père. Et j'ai raconté l'histoire de ce petit garçon. Et j'avais genre, je sais pas, 9 ans, même pas. 7 ans, 9 ans, 10 ans, un truc du genre. Bon, j'étais en CM4. Et du coup, quand j'ai vu en fait le regard des gens, j'ai senti que j'avais un énorme pouvoir, un super pouvoir, genre super-héros. Et Ouais. depuis, j'ai jamais lâché ma plume, mais encore aujourd'hui, je me rends compte que c'est mon arme préférée, quoi, de super-héroïne. Je sais pas si tu te reconnais un peu dans le truc, mais ça m'intéresse de faire un petit zoom sur le petit Meryl. Comment c'était? Je te remercie pour ton partage. Franchement, c'est bravo pour ça. Et je te remercie aussi pour ta question parce que j'avais jamais vu ça sous cet angle. Et c'est très juste. Et il faut se méfier hein, quand on arrive sur le terrain des parents et de la petite enfance. Généralement, on appelle de closing, c'est là où on te fait chialer, qu'après on te vend une offre high ticket. Donc, faut Ah, faire attention. ouais. Alors, blague à part, ouais, j'étais solitaire. Mes parents, ils bossaient, ils étaient tous les deux gérants d'une épicerie, ils bossaient beaucoup. Donc, j'étais beaucoup seul à la maison. Euh, et j'ai eu une petite sœur quand j'avais 7 ans. Mais quand elle était jeune, elle a eu un très grave accident. En fait, on Ouais. n'aurait jamais dû s'en sortir. Donc, je l'ai vue héliportée à l'hôpital le plus proche. 2 ans en fauteuil roulant, handicapée. Elle est restée dans un centre de rééducation en Auvergne. Ce qui fait qu'à 10 ans, déjà, j'étais confronté à avoir des handicapés toute la journée et de ne pas savoir si ma sœur allait survivre. Et forcément, bah, déjà que je me sentais seul, là, je l'étais totalement. Et forcément, je sais pas dans quelle mesure, mais ça m'a bouleversé. Donc oui, il y a ce côté solitude et il y a aussi ce côté, ouais, ça apprend des choses sur toi, sur la vie, ça te confronte. On a tous eu des drames, de toute façon, familiaux et tout. On a tous une expérience incroyable là-dessus. Heureusement. C'est une vie humaine, hein. Mais c'est salvateur. C'est pas toujours facile. Moi, j'estime avoir eu énormément de chance. Déjà, le plus gros drame que j'ai connu dans ma vie, c'est-à-dire l'accident de ma sœur, euh, je sais pas quel pourcentage de chance elle avait dû survivre, mais les pompiers disaient qu'elle n'arriverait pas en vie à l'hôpital. Sauf Ouais. que quand on a 4 ans, on a des ressources qu'on soupçonne pas. Et, euh, et aujourd'hui, elle a plus de séquelles. Si peu, quasiment plus de séquelles. Donc déjà, les médecins là-bas ont dit qu'elle était miraculée, ce qui est scientifiquement, on veut dire qu'elle a eu pas mal de chance, parce que c'est pas un mot qu'on emploie souvent à l'hôpital. Donc même dans mon plus grand désastre dans ma vie, jusqu'à aujourd'hui, j'ai eu énormément de chance. Donc je peux même pas, je peux même pas me confronter à ça, quoi. Tout ça pour dire que oui, j'étais solitaire et que c'était probablement une méthode d'expression et que ouais, j'adorais à la récré quand je faisais lire un chapitre ou deux de mes livres à mes potes. C'était la seule chose que je savais faire, écrire.
et que c'est un truc que j'ai gardé, puis perdu, puis repris. Ouais, t'as vu juste. Portrait chinois, tu connais. À chaque fois, je te vois faire ça en. Parce que j'adore ton podcast, franchement. C'est super dynamique, c'est décontracté, c'est stylé. Mais à chaque fois que je regarde un épisode, je me dis, je suis sûre qu'il est en train de répondre aux questions dans sa tête. Genre, si c'était à moi qu'on posait la question, qu'est-ce que je dirais? On a fait un épisode où on se l'est posé mutuellement. Ah ouais? Ah, Mais je me souviens plus tout avec des réponses. j'ai vu avec Greg Lagrange. Ouais, Je suis une fan de ce gars. Il est complètement taré. c'est incroyable. C'est le premier copywriter francophone, d'ailleurs. Salut Greg, si tu nous regardes, que je suis en francophonie. Et pas pour ce qu'il raconte, mais pour ce qu'il est. J'adore sa philosophie de vie, c'est-à-dire on s'en bat les couilles de tout. Tout va bien, c'est du bonheur. Si tu étais un livre, Ah, j'ai- dur de choisir. Hein. Non, mais ma première réponse, ça allait être mon propre roman, mais je me dis, c'est tellement une réponse de connard de dire son propre livre. Si j'étais un livre, je serais mon roman, mon premier roman Eden, fantastique que j'ai écrit. Mais si j'étais un livre de non-fiction, je serais peut-être L'effet cumulé de Darren Hardy. En tout cas, j'aimerais bien l'être. c'est non. Si tu étais un film, L'effet et ne papillon. dis pas Batman. Ah, l'effet papillon. Non, pas Batman. Ok. L'effet Je vois papillon le genre de film qui t'intéresse. avec Ashton Kutcher. J'adore. Tu te souviens? Oui, et en fait, ça me fait penser à un autre film. Si tu l'as pas regardé, regarde-le, tu vas kiffer. Ça s'appelle Waking Life. Waking Life? Oui, il est excellent. Il n'y a pas d'histoire. L'histoire, c'est sans histoire. Et en fait, tu vois dans Inception, quand il Ouais, base le récit sur l'inconscient individuel, ouais. Trop bien. dans Waking Life, c'est l'inconscient collectif. Et en fait, c'est en mode comique. On voit je ne sais pas comment ça s'appelle, cette méthode de réalisation. On voit les acteurs, mais c'est comme si c'était un dessin animé. Ok. Un dessin, quoi. C'est un film incroyable. Il n'est pas sur Netflix. Tu vas kiffer. Si tu étais une femme Noté. connue, une femme Une célèbre, parenthèse pour l'audience qui n'ont pas vu L'effet papillon, c'est Ashton Kutcher dans le film qui va changer un élément dans sa vie et revivre sa vie. Ah putain, j'explique tellement mal. Il est beau le storyteller. Non mais en gros, l'effet papillon, c'est le concept de tu changes un détail et ça entraîne une chose, qui entraîne une chose, qui entraîne une chose et qui change totalement l'outcome, la finalité. Ashton Kutcher, il va changer un élément dans sa vie quand il avait 10 ans, donc il va avoir une trajectoire de vie. Puis après, il va revenir quand il avait 10 ans en changeant un autre détail, il va vivre une vie totalement différente et ainsi de suite. Et ça montre le pouvoir des petites actions sur la finalité. J'en ai fini avec l'effet papillon. si tu étais une femme connue, Une femme connue? question bizarre. J.K. Rowling? Ouais. Et d'ailleurs, quand tu parlais de ton enfance tout à l'heure, j'allais te dire, comme Harry Potter, tous les grands héros ont une enfance où ils ont vécu un drame. Ouais. Et c'est c'est génial. Harry Potter, Si j'ai tu lu. étais une musique, Attends, un genre musical dis plutôt. si tu veux pas que je parte en digression sur chaque question. Je peux être concis si tu préfères. J'allais partir sur une parenthèse. Si j'ai... L'interview complètement chaotique avec la connexion qui coupe en Mais ouais, plus, mais c'est on a un décalage, c'est cool. pour ça. Continue. Yes. Pas de Est-ce que, souci. est-ce que, est-ce que tu peux répéter ce que tu attends de moi? Tu voulais dire une Ouais. anecdote sur Ouais. Harry Potter et je suis très curieuse de la connaître. Ouais, c'est pas si ouf que ça en fait. C'était bien sur le moment. Mais en gros, le dernier tome d'Harry Potter est sorti quand j'avais 14 ou 15 ans. Et il est sorti en anglais en avant-première. Et du coup, moi, je parlais un petit peu anglais. Je voulais connaître la fin avant tout le monde. Donc à 14 ans, j'ai lu tout le dernier tome d'Harry Potter. Là, vous pourriez vous dire, oh, c'est tellement incroyable de parler anglais à 14 ans. Ouais, enfin, sauf que je parlais tellement bien anglais que j'ai lu le bouquin et que quelques années plus tard, quand il est sorti en film, j'étais voir le film au cinéma, je me suis dit, mais il devait pas mourir ce personnage? Et en fait, je n'avais rien compris au bouquin, j'ai tout lu de travers. Du coup, j'ai vraiment redécouvert Harry Potter qui est sorti au cinéma, tu vois. Ça, c'était Euh, pour l'anecdote. J'ai imaginé que tu avais dit mon imagination c'était meilleur que le film, mais non. Ouais, c'est mon petit truc, hein. Pour moi, tel personnage était mort, je sais plus. Bah, globalement, j'ai quand même compris deux, trois grandes lignes, mais ouais, il aurait fallu que
que je le lise un peu plus tard. Mais Harry Potter, ouais, c'est un univers incroyable. Moi, ça m'a beaucoup structuré. Et ça a été aussi mon élément de comparaison. Le premier livre que j'ai écrit, tu sais, j'avais entre 8 et 10 ans. C'était nul. Enfin, je veux dire, c'est comme ce qu'un enfant pourrait écrire à cet âge-là. Mais je me souviens avoir compté en termes de pages et de mots, comme mon premier livre était plus gros que le premier Harry Potter. Et à ce moment-là, ça m'a débloqué une croyance de ah, si je m'améliore, enfin, si je travaille ça, je peux potentiellement écrire un livre qui est plus gros qu'un livre que j'admire. Donc, c'est possible pour moi. Et j'étais conscient qu'il était, enfin, à mes yeux, il était aussi bien qu'Harry Potter. Évidemment, c'était pas le cas, mais ça m'a vraiment débloqué une croyance. Donc, c'est pour ça que j'ai un affect tout particulier pour cette saga. C'est ouf l'histoire de l'écriture du roman et comment J.K. Rowling a réussi en fait à sortir ces perles après de longs échecs. Il y a Franchement, c'est ça, très et aussi inspirant. le fait que c'est pas une histoire ultra originale. Harry Potter, elle l'a pompé sur quelqu'un qui avait écrit un truc similaire jadis. Et ça, pareil, ça m'a fait sauter une autre croyance. Oh, mais en business, quelqu'un a déjà donné ses conseils marketing, je peux quand même pas répéter la même Original. chose. Mais sauf que J.K. Rowling, elle a rien inventé, elle a juste fait sa mixture. Et pareil pour le business, tu fais ta mixture. Pareil pour ta prochaine fiction. Ma femme m'a fait découvrir une vieille série, enfin une vieille, Vampire Diaries. C'est ce que regardaient toutes les ados il y a 15 ans. C'est jamais Twilight, mais Je l'ai vu. fanfiction, tu l'as. Donc, Catherine. donc voilà, elle m'a foutu là-dedans, j'ai pas eu le choix, elle m'a forcé à regarder cette série. Je la regarde quand même de bon cœur. Mais tout ça pour dire que c'est basé sur le même truc, et pourtant l'histoire est totalement différente. D'ailleurs, 50 nuances degrés, c'est jamais qu'une fanfiction de Twilight à la base. C'est juste l'autrice qui s'est dit tiens, ça donnait quoi si ils étaient un peu maso, là, les deux protagonistes. Elle fait une fanfiction, ça cartonne, ça devient un best-seller international. Donc il n'y a pas vraiment d'idée originale. D'ailleurs, je rappelle que tous les livres du monde ont déjà été écrits. Tous les livres du monde existent, ils sont sur babel.com. Tous ceux qui ont existé et qui existeront à l'avenir. Je ne sais plus si c'est babel.com ou je ne sais plus quel site, mais c'est un site qui fait toutes les combinaisons possibles de lettres et de caractères. Si bien que sur une infinité suffisamment grande, tu as forcément des pages complètes d'Harry Potter qui sont sur le site, quelque part. Mais il y a une infinité de pages, donc tu ne le trouveras jamais. Je le dis en bref, mais c'est passionnant. Ouais, c'est très passionnant, mais du coup, ça me fait penser à un truc qui n'était pas prévu. C'est juste de souligner la question de l'originalité en marketing, parce que tout le monde croit que c'est intuitif, c'est en disant quelque chose que personne n'avait jamais dit avant, Ouais. c'est en inventant, en réinventant la roue. Mais en vrai, il y a des mécanismes, il y a des outils, il y a des stratégies à utiliser pour être unique. Je parle de la E5 Method, par exemple, de Todd Brown, qui va nous expliquer comment construire une offre unique, une idée marketing unique et un mécanisme unique. Je sais pas si tu connais Dan Koe, c'est un entrepreneur américain et en fait, lui, il a rien inventé. Le One Business Model, c'est juste être auto-entrepreneur, mais il a appelé ça, du coup, c'est une idée marketing géniale. Le truc, tu es ta propre niche, c'est juste un principe qu'on a déjà vu. Mais en fait, il a su trouver l'idée marketing simple, stupide et géniale et un mécanisme unique pour redire ce que tout le monde a déjà dit avant lui il y a 10 ans, il y a 15 ans de là. Et puis c'était sexy, et c'était attrayant et il est très connu aujourd'hui. Et bien justement, pour boucler la boucle, tout à l'heure, j'ai parlé d'idées de business et de déclics que j'ai eu lorsque j'étais à l'aéroport du Kenya. Et un des déclics vient du fait d'un livre que j'ai trouvé à cet aéroport. Et ce livre, je l'ai entendu pour la première fois dans la bouche de Dan Koe, que j'écoutais à ce moment-là, qui a dit il faut que vous procuriez le livre Company of One. Et je n'avais jamais entendu parler, je le trouvais nulle part, sauf à l'aéroport du Kenya. C'était un des seuls livres business qu'il y avait dans ce pauvre aéroport. Et j'y suis allé, je l'ai payé beaucoup trop cher pour ce qu'il est normalement. Mais je me suis procuré là-bas, et ça, c'est le livre de l'aéroport du Kenya, recommandé par Dan Koe. Donc la boucle est bouclée. Je suis d'accord. Génialissime. Un pépite après pépite, cette interview. Si tu étais un genre musical. Moi, j'aime bien le lounge. J'aime Ok. bien la musique lounge d'ambiance. Et suivant l'humeur, bah, évidemment, j'aime bien aussi tout ce qui est les bandes originales de films, genre pour écrire des trucs comme ça. En ce moment, j'aime beaucoup. Je suis un peu en mode. Bah, évidemment, je kiffe Hans Zimmer. C'est pas Baptiste Nourri qui dira le contraire d'ailleurs. Je kiffe Hans Zimmer et je kiffe. J'aime beaucoup Holst et ses planètes. C'est la petite musique classique que je mets dans mes vidéos YouTube. Ce qui est pratique avec les musiques classiques, c'est que les droits d'auteur ont expiré depuis bien longtemps, donc tu peux en mettre autant que tu veux.
Et j'aime beaucoup les planètes de Holst aussi. Donc voilà, 3-4 genres que j'aime bien. Excellent. Qui sont les clients à qui tu dis non, même pas pour tout l'argent du monde? Moi, je dis non à personne, moi. Aboulez le cash. Venez. Génial. Non, Très non, humble. non, attends, je corrige parce que c'est pas vrai. C'est pas vrai du tout. Non, je dis non aux personnes. Ouais, ceux qui partent dans la mentalité le client est roi. Ah ouais, Eux, franchement, je suis pas gros vénère. lourd. Mais ouais, c'est. Enfin, en gros, c'est un manque de respect, en fait. C'est Enfin, je suis vraiment donnant-donnant, quoi. Tu me donnes une unité d'amour, je vais t'en rendre deux. Tu me donnes 1 000 euros, je vais faire en sorte que tu en gagnes 2 000. Tu me donnes un coup de poing, je t'en rends trois. Et un client qui est irrespectueux, c'est que je vais être infernal avec lui. Je vais être extrêmement ferme. Enfin, je vais du coup pas l'accepter, etc. Et typiquement, ouais, les clients, la mentalité, le client est roi, c'est ceux qui croient que tout leur est dû, qui te parlent comme un chien. C'est inacceptable. Je croyais que tu allais dire les camps, parce que tu n'aimes pas les camps. Tu n'aimes pas les Non, êtres non, humains. non, parce que sinon je me priverais quand même d'un bon gros marché, hein, parce que le marché des cons, je Ouais. m'inclus dedans, hein, il y en a beaucoup. Qui sont du coup, c'était quoi la question? Ah ouais, je vais couper au montage, mais vous avez la chance de voir les coulisses en live. La question, c'était sur les genres Euh, musicaux. Non, les clients que je refuse. la question suivante, c'était quels sont les procédés ou les étapes par lesquelles tu fais passer tes clients pour qu'ils soient transformés et c'est quoi la euh, euh, transformation finale, la vibration finale? Attends, j'attends que ce soit revenu, je crois qu'on a eu un petit lag. Est-ce que tu m'entends bien, Lazare? Ça lag encore un petit peu, tu me dis si c'est bon pour toi. Super. Ça a l'air d'être bon pour toi, un peu moins pour moi. Si je parle comme ça en continu, tu m'entends et je peux apporter une réponse ou c'est haché? Excuse-moi de casser le rythme, hein, mais j'ai pas entendu. Oui, Ah, je m'entends j'entendais un bien. oui. OK. Yes. Entre Non, deux c'est entre parfait. 2 coupures, j'ai Là, cru comprendre. là tout de suite, c'est parfait. OK, OK, j'y vais. Si j'ai bien compris la question, c'est quoi les différentes étapes de transformation des clients et quelle est la transformation que je propose? C'est une très bonne question. Ça dépend aussi des offres. Ça dépend si c'est une offre d'accompagnement. Si tu fais du marketing de réseau, que tu veux digitaliser ton activité pour attirer des prospects en automatique, alors c'est pas le même framework que si je prends quelqu'un qui veut lancer son entreprise et quitter le salariat ou quelqu'un qui a déjà une activité en place et qui veut optimiser ses processus pour passer de 3 000 euros à 10 000 euros par mois. Donc déjà, on a 3 typologies différentes, donc 3 méthodes différentes, donc 3 transformations et 3 étapes, 3 listes d'étapes différentes. Mais globalement, je passe toujours par inspirer le client en lui disant voici ce qui est possible, voici les études de cas, voici ce que tu es capable de faire. On travaille le mindset. Ouais, c'est bateau, mais c'est vrai que si tu n'as pas l'esprit qui est adéquat, si tu n'as pas les bonnes attentes, les bonnes croyances, ça ne fonctionne pas. Et le storytelling est parfait pour réécrire des croyances. Jusque-là, tu pensais ça. Ben, voici une histoire ou deux pour te montrer que eux, ils ont réussi. Donc, tu penses différemment. Donc, maintenant, tu vois que c'est possible. Donc, ça, c'est très. Franchement, il n'y a rien de mieux que de changer son logiciel interne. Donc, tu passes déjà par l'état d'esprit. Et ensuite, c'est une série d'étapes stratégiques où j'essaie d'être le plus pédagogique. Généralement, ça passe par voici la théo, enfin, voici l'histoire personnelle qui m'est arrivée, voici ce que tu dois faire globalement, voici les stratégies étape par étape, et voici des gens qui l'ont fait pour te montrer que c'est possible. C'est les 4 étapes de mes frameworks, c'est aussi simple que ça, et je répète ça pour chaque étape, et à la fin, toujours partir sur une fois que j'ai réussi tout ça, c'est quoi l'étape d'après, quoi. Voilà, je ne sais pas si ça répond à tes questions, mais c'est en vol d'oiseau, c'est grosso modo les étapes que j'aborde, quel que soit le type de formation. Excellent. Comment on peut rentrer en contact avec toi, du coup, pour devenir ton client? Si vous tapez Meryl Camus sur Google, vous devriez tomber sur moi assez facilement. J'ai une chaîne YouTube au même nom, un compte Instagram au même nom.
un compte Facebook même, non? LinkedIn même. Je suis pas allé sur LinkedIn, n'y allez pas. Sur merilcamus.fr. Bref, un peu partout, vous pouvez me trouver facilement. Et ce sera un plaisir si jamais vous voulez avoir une conversation ou simplement me dire coucou, je viens du podcast de Zara, c'était cool. Dernière question, c'est quoi ta définition du succès? Il a réussi celui qui a bien vécu, rit souvent, aimé beaucoup et aimé autant. Celui qui a donné plus qu'il n'a reçu, qui a laissé la terre meilleure qu'il ne l'a trouvée. Celui qui a donné le meilleur de lui-même et élevé les autres à leur meilleur. Ernie Zelinsky. Merveilleux. Camus, Meryl Camus, j'étais très heureuse de te parler aujourd'hui. J'ai pas vu le temps filer, c'était délicieux. J'espère qu'on aura encore l'occasion de papoter un de ces jours. Plaisir partagé. Je vais refaire cette interview quand j'aurai fait mes 100 podcasts et revenir au Avec point plaisir, départ. la boucle. Voilà. La semaine prochaine, les gars, je serai avec Elsa Mungui, je serai avec Anthony Bouvier. Ça va être génial, ça va être délicieux. C'était Zara H. Keep in touch. Passez une bonne fin de semaine. Ciao, ciao.